Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Très nombreux. Ça fait plaisir. Voilà. Le premier événement. Donc on va attaquer directement. Avant ça, on a des sponsors qui nous ont aidé à organiser, cet événement. Donc ils sont là. On va pouvoir les faire intervenir pour discuter. On a 3 sponsors. On a TopTal, qui est une entreprise de freelancers dans laquelle travaille Julien Renaud, qui est à l'origine de ce meet-up, de cet événement-là. On en parlera juste après. Epitech, grâce à qui on a un toit. C'est quand même pas mal. Toit, Projo, une grande salle, si vous êtes nombreux. Des chaises sur lesquelles vous êtes assis. Donc merci à eux. Et également Decasoft qui sont là. Qui vont pouvoir. On vous laisse la parole. Parler un petit peu de vous. Si vous voulez venir devant, je sais pas. Comme vous voulez. Merci de nous accueillir pour ce premier événement Meetup AngularJS. Donc, ça nous tenait à cœur d'être sponsor puisqu'aujourd'hui, Decasoft est une boîte qui porte l'offre AngularJS depuis bientôt 4 ans. On était sur Toulouse parmi les premiers à croire et à promouvoir cette technologie-là. Donc aujourd'hui, Decasoft est vraiment une société spécialisée donc, dans les nouvelles technologies du web avec des front-ends AngularJS, Bootstrap. Aujourd'hui, côté serveur, on est sur du J2E principalement, Spring 4, Spring REST. On a démarré nos applications Angular sur des petits forfaits. Quand on a besoin de faire, par exemple, une application mobile, gérer des données, on a besoin d'un back-office. On a commencé à mettre en œuvre AngularJS. Les clients ont commencé à apprécier le rendu de cette technologie-là, comme avec des librairies comme Material et bien d'autres. Et aujourd'hui, on a pu montrer notre expérience et montrer qu'on pouvait faire des projets envergure. Donc aujourd'hui, en Angular, on travaille avec de gros clients comme CGD Maquille, pour ceux qui connaissent, éditeur de logiciels de mutuelle. On travaille avec la Chambre de commerce de Paris, avec qui on vient de gagner un appel d'offres d'une valeur de plus de 2 millions d'euros, dont 1 million de développement. Donc sur 1 million de développement, on va faire pas mal d'AngularJS, de Strap, donc les gens commencent à croire vraiment dans cette solution. Pour faire court, nous portons donc cette offre et nous sommes à la recherche de développeurs AngularJS expérimentés ou moins expérimentés. Si vous souhaitez nous rejoindre, je me tiens à votre disposition. Il y a Mélanie, je pense une des rares filles de l'assistance, Mélanie qui est notre chargée de recrutement. Si vous voulez vous entretenir un petit moment avec elle, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir, on vous laissera nos cartes, on pourra discuter ensemble. On est prêt à vous recevoir. Il y a des gens qui peuvent témoigner, donc il y a des anciens salariés des Decasoft qui ont décidé de partir chez les clients finaux ou des startups, mais qui ont travaillé avec nous sur la technologie Angular et qui pourront témoigner aussi. Merci beaucoup et bon meet-up. Merci. Ouais, merci à vous aussi pour les leaders. Hein, oui. Spoiler alert, ne partez pas trop tôt parce qu'on a de quoi manger et de quoi boire. C'est ça. Donc on ne s'est même pas présenté. Je m'appelle Aurélien Baumann, je travaille à Capgemini, donc essentiellement sur du développement JavaScript, développement AngularJS. Voilà. Après, je suis pas mal actif sur GitHub, je contribue à pas mal de projets, et JavaScript, et aussi en Go. Si jamais il y en a qui s'intéressent, on peut en discuter un petit peu après. Ouais. Pour moi, Davin Kevin, mais je me présenterai tout à l'heure dans la grande présentation. Sur les sponsors, si certains d'entre vous souhaitent aussi participer, nous aider, n'hésitez pas à nous faire signe. On pourra en reparler un peu plus tard. Mais ce qu'on voulait vous présenter, c'est l'initiative de Julien sur le démarrage de ce meet-up et pourquoi ce meet-up aujourd'hui. Donc Julien Renaud, comme on l'a dit, qui est vraiment l'initiative de ce meet-up. Ça a commencé juste avec un tweet où il demandait si jamais il y avait des personnes intéressées pour faire vivre une communauté AngularJS, Angular tout court, même ainsi que son écosystème avec Ionic, d'autres sujets comme ça à Toulouse. Là-dessus, Kevin a réagi, lui proposé de travailler avec lui pour monter cet événement-là. À ce moment-là, moi, je suis rentré dans la boucle et puis, du coup, on a commencé à organiser ça tous ensemble. Donc, merci à Julien Renaud. Je pense qu'il est avec nous en live stream. Au passage, on dit après, la vidéo sera dispo sur YouTube si jamais il y en a qui. Et Julien n'est pas avec nous aujourd'hui puisqu'il est en mission à l'autre bout du monde, au Japon. Donc, c'était compliqué de faire le meet-up avec lui aujourd'hui. Alors, par rapport à ce meet-up, le but, vous l'avez compris, c'est d'échanger, de créer du lien, en fait,
parler, d'échanger ensemble autour des sujets qui tournent autour d'Angular, Angular 2, on va aborder aujourd'hui, d'Ionic, tout l'écosystème. Le but, vous allez le voir aujourd'hui, Kevin en parlera un peu plus, c'est qu'on va aborder plein de sujets aujourd'hui. Kevin va aborder plein de sujets aujourd'hui qui seront susceptibles de donner lieu à des présentations un petit peu plus étoffées, un peu plus en détail sur ces sujets-là plus tard. Donc, justement là-dessus, c'est tout récent, on commence seulement à se mettre en place. Et si jamais vous avez des idées de sujets que vous avez envie de proposer, on est en train justement d'essayer de mettre en place, on pose des questions sur un fonctionnement basé sur des issues GitHub par exemple ou un channel Slack. Voilà, on est en train de se poser des questions. Enfin, en tout cas, l'idée c'est que tout le monde puisse proposer des idées de sujets en fait pour animer ce meetup. Ouais, et même échanger entre vous au sein d'une communauté toulousaine. En attendant, je pense que vous avez pour la plupart vu, hein, on a le compte Twitter, Angular Toulouse, la chaîne YouTube, une vidéo, un début. Mais elle est en live déjà. Voilà. Donc YouTube, comme on l'a dit, je pense qu'il y en a qui sont déjà en live stream. Je précise un truc, Kevin fera la presse, moi je serai à la régie. Si jamais vous avez des questions, donc je parle plutôt à ceux qui sont remote, n'hésitez pas à les faire remonter, je l'ai dit, mais dans la chat room de YouTube, comme ça moi je les retransmettrai à Kevin et puis pouvoir vous répondre éventuellement. Et good, donc les deux parties qu'on va voir, je couperai au milieu pour l'intermède questions, pour éviter, j'aime bien généralement prendre les questions au fur et à mesure, mais au final, il y aura des réponses sur les slides d'après ou des éléments qui permettent d'y répondre, donc on fera une intermède entre les deux parties. Et c'était tout pour ces slides-là. Donc on passe côté présentation officielle. Hop. Alors, Angular 2, déjà question bête. Alors, on est dans un meetup Angular. Qui fait de l'Angular aujourd'hui? Levez la main. Voilà, la négation aurait été plus simple. Qui n'en fait pas surtout? Quelques-uns. Curiosité, c'est intéressant. Vous allez découvrir l'avenir d'Angular. Et autre question, qui a déjà touché à de l'Angular 2? Aujourd'hui, c'est déjà renseigné, a suivi. J'ai vu quelques questions sur le site du Meetup, savoir si ça allait être mis à jour par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. On dirait. Cette présentation, je voulais vraiment la faire pour que les personnes qui ont fait de l'Angular 1 puissent comprendre ce qui se passe en Angular 2. Il y a un gap, il s'est passé plein de choses et on va essayer de détailler tout ça. Je vais essayer d'être concis, d'être clair, mais encore une fois, n'hésitez pas sur le compte Twitter, la chatroom ou en live à la moitié de la présentation à poser vos questions. Donc, je me présente, cette fois-ci j'ai le droit. Davin Kevin, donc généralement c'est ce petit tux qui me représente. Je suis full stack dev, donc le Java J2E j'en fais aussi et j'aime beaucoup ça avec du Spring par exemple. Et très gros Agile Addict. Pour moi, c'est ma méthode de pensée de tous les jours. Et je travaille, c'est pour ça que je suis ici avec Aurélien sur de l'AngularJS au jour le jour. Mes projets perso sont sur de l'Angular. Je travaille sur Angular depuis la version 1.0 et voilà, je fouille le code, tout comme toujours vouloir comment ça marche. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai même développé des modules pour Angular. Si vous faites du WebSocketting par exemple, dans Angular, il n'y a pas tout ce qu'il faut. J'ai développé des librairies qui sont utilisées sur pas mal de projets pour faire du WebSocketting via Stomp, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc ça, c'était ma partie perso. On va passer au lourd de la presse. Donc, les étapes, pour info, toute la presse est dispo sur GitHub, sur mon compte Davin Kevin sur GitHub. Donc, vous pourrez tout récupérer, le code, les exemples. Il n'y a pas à se gêner. Donc, on va commencer avec les Mythbusters. Angular 2 a été annoncé en 2014. On est aujourd'hui en 2016. Ça commence à faire pas mal de temps que ça traîne. Mais ce que voulait faire l'équipe Angular, c'était faire le framework de la bonne manière. Et le truc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils l'ont annoncé, ça a été le clash. Ils ont annoncé quelque chose en disant « on va tout casser ». Et le slide principal qu'on a tous retenu de cette présentation, c'était à Paris en 2014, en novembre, c'est que tous ces éléments-là que vous connaissez dans Angular, les contrôleurs, les scopes, le jQuery-Lite et tout ça, ça dégageait. On n'en avait plus besoin. Il y a des raisons derrière tout ça, mais ça venait à disparaître. Là, tollé général, les développeurs, on est perdu, c'est tout ce qu'on codait. Faut pas oublier, c'était en 2014, donc
La version d'Angular majoritaire, c'était 1.2, 1.3, donc on était dans les démarrages de la phase de refactoring pour Angular 2, donc ça faisait assez mal. Donc, perdre tout ça, certains se sont demandé pourquoi on allait encore appeler ça Angular. C'est au final, tous ces éléments qu'on a vus, c'est ce que vous utilisiez tous les jours. En fait, ce qu'ils ont défendu, c'est le fait qu'Angular, c'était pas ce que vous voyez. Les éléments que vous avez vus, c'était juste des choses qui vous permettaient de travailler correctement avec Angular, mais s'ils avaient la possibilité de redévelopper Angular aujourd'hui, ça, ils le mettaient à la poubelle. C'était juste des éléments restants de Angular 0. quelque chose. Et on l'a vu pour ceux qui travaillent avec les contrôleurs AS et autres, on sent au fur et à mesure d'Angular que le système s'essouffle et on a des problèmes et des conflits dans le code. Donc, ils veulent vraiment garder que la bonne partie d'Angular. Pour ceux qui connaissent ToddMoto, un GDE sur la partie Angular, ce fut un beau troll qu'il a fait, mais ça faisait passer la sensation des développeurs à l'époque, c'est de se dire Angular 2, j'ai tellement de choses à changer, tellement de choses à réimaginer, à recomprendre que en fait je peux changer et pourquoi pas React qui à ce moment-là était en train de monter. C'est pas faux. C'est quelque chose qui peut être pris et aujourd'hui j'en voudrais à personne de se dire j'ai fait de l'Angular 1, j'ai envie de passer sur du React. Il n'y a pas de mal à ça et ça permet de découvrir des choses différentes. Malgré tout, il faut savoir que les équipes d'Angular et de React ont beaucoup communiqué pour Angular 2 pour prendre des bonnes choses des frameworks les uns aux autres. Alors, il n'y a pas le Virtual DOM, c'est une discussion en cours, et ce qui devrait être réglé côté navigateur et pas côté framework, mais il y a des choses qui avancent. Il y a aussi quelque chose qui est arrivé, c'est le HatScript. Ils ont annoncé ça en 2014. On va faire un langage pour Angular. Youpi. Déjà qu'on n'avait pas des normes trop strictes à l'époque avec l'ECMAScript 2015-2016, avec tout ce qu'on a eu depuis. Là, c'était un autre langage. On perdait tout Angular qu'on connaissait. C'est un tollé. Et au final, ils ont choisi de migrer et de fusionner tout ça avec Microsoft dans TypeScript. Donc, afin d'harmoniser et de rendre ça beaucoup plus logique. Donc oui, un des problèmes entre Angular et Angular 2, c'est la rétrocompatibilité. Ce n'est pas rétrocompatible. Et au début, c'était pas rétrocompatible et il n'y avait rien pour aider à ça. Le but, c'était de casser, de faire une scission entre les deux. Donc, ça a couiné, les développeurs ont râlé et ils ont mis en place ce qu'on appelle le Migration Pass avec différents éléments. Je vous les présenterai à la fin. C'est des choses qui vont vous permettre de prendre du code Angular 1 et de le mettre dans l'Angular 2 et l'inverse. Donc, ils sont revenus là-dessus. Ils ont eu plein de méthodes. Le Migration Pass a changé 5 fois. Si vous avez suivi l'actu, c'était un bordel sans nom, mais au moins, ils l'ont amené. Après, il faut savoir si on le fait, si on l'utilise. Et autre question, on développe aujourd'hui majoritairement sur du Angular 1. Est-ce qu'il est en train de mourir ce framework? Déjà, non. Ils ont décidé de supporter à partir de la sortie de la version finale d'Angular 2.00, la finale, et de le supporter normalement pendant 2 ans. Et ce support existera, mais il faut pas oublier que c'est sous licence MIT Angular, donc les contributeurs externes pourront continuer à maintenir le projet a posteriori de ces 2 années. Donc aujourd'hui, développer avec de l'Angular, c'est pas de l'Angular 1, c'est pas quelque chose d'horrible, c'est pas quelque chose d'insensé. Il faut prendre en compte ce que vous souhaitez faire et les connaissances que vous avez et l'évolutivité d'un produit. Si vous avez un produit à développer pendant 3 mois, vous faites pendant 3 mois, il marchera, il n'y aura pas des vols et vous partez sur une base au moins où il y a du support, où tout fonctionne. Angular 2, c'est pas encore prêt. Et c'est ce que je disais, donc votre app, elle va pas cesser de fonctionner du jour au lendemain. Hein. C'est pas de l'obsolescence programmée. Vous pouvez continuer à travailler avec. Donc un tout petit slide sur Angular version 1, donc Angular JS. C'est ma représentation des choses. Certains défendent l'inverse, mais pour moi, AngularJS, c'est un macro framework. Vous le preniez, vous le posiez en librairie, dépendance, NPM, peu importe, et vous aviez tout. Mais tout, hein, c'est-à-dire librairie $Q pour les promesses, la dépendance d'injection, c'était Angular qui le gérait, les digest cycle, tout, les modules aussi. On était en 2009 quand ça a été écrit. Donc Angular gérait tout. Et c'est là où aujourd'hui les choses ont changé.
Et Angular, alors j'ai mis une étoile, parce que là, je l'assume un peu moins. C'est un avis personnel. Moi, j'ai tendance même à dire que Angular 2, c'est un micro-framework. Ça va être une petite partie qui va être l'Angular, donc de l'Angular Core. Mais après, tous les autres éléments, donc DI, qui a été renommé le Dependency Injector d'Angular 2, mais que vous pouvez externaliser et mettre dans un projet Backbone, React ou quoi que ce soit. Mais tous les autres éléments, là, c'est des choses que vous pouvez utiliser sur d'autres projets. Et ils ont choisi, donc le DI.js, par exemple, ils ont choisi de sortir la logique de dépendance d'injection et de la mettre à disposition de tous. Vous pouvez l'utiliser. Et l'avantage, c'est que c'est décorrélé. Vous allez avoir quelque chose de plus facilement maintenable, plus facilement administrable pour eux en termes de gestion. Et si demain, il y a un super autre framework qui arrive pour gérer la dépendance d'injection, vous le foutez dehors et vous l'utilisez. C'est pratique, c'est simple, et c'est vraiment des librairies. Plutôt que d'avoir un mastodonte, vous avez que ce que vous souhaitez déjà, et limite, vous avez le choix de changer. Alors, on va parcourir les différents éléments. Dommage, on perd un peu des slides. Les différents éléments pour vous montrer sur ces composants ce qui a changé. Donc, la dépendance d'injection, c'est quelque chose, je ne sais pas votre avis, mais qui pour moi est extrêmement important dans Angular, parce que ça permet de gérer, de découpler son code et de faciliter ses tests. Donc, c'est un des principes solides du développement. Donc, quand vous faites du JavaScript sans la dépendance d'injection, normalement, les principes solides, vous foutez poubelle. Donc, bon, ça a vraiment un avantage. Dans Angular 1, vous connaissez tous ce code, on pratique avec la déco. On gérait la dépendance d'injection, mais ça devenait un peu chiant. Alors, il y avait des outils qui permettaient de générer automatiquement les parties d'injection pour vous sauver de la minification et des changements de nom de variables. Mais on voit que ça a atteint des limites. Donc là, on duplique. On a des singletons qui étaient gérés dans toute l'appli. Vous déclariez un truc, vous l'injectiez dans un module à un endroit, c'était disponible partout et vous n'aviez pas le choix. Et on pouvait même avoir, ça c'est le pire sur des grosses applications, vous avez deux noms de services, boum, ça pète et vous aviez soit une erreur, soit si votre système était permissif, vous n'aviez rien et vous ne compreniez pas pourquoi ça passait. Dans Angular 2, la dépendance d'injection, elle est simple. Alors là, j'ai mis deux exemples en ECMAScript 2015 ou en TypeScript. On verra après les éléments qui sont liés à ces langages. Mais au final, ça redevient simple. On se rapproche plus de langages typés, le TypeScript en fait partie, et de langage back-end où par une annotation, on va simplement dire, voilà, là, c'est pas une string, c'est une classe. Donc au final, le système va automatiquement savoir gérer ça, utiliser l'injecteur et voir que cet élément-là est injecté, donc d'une manière un peu plus propre. Un injecteur d'Angular, c'est en fait une liste de recettes. Vous allez avoir la clé, donc l'élément que vous voulez injecter, donc c'est un opaque token dans Angular. Le provider, c'est la recette de comment on crée cet élément, et au final, le résultat, c'est l'object que vous voulez injecter. Donc si on regarde, là c'est juste un exemple, c'est sorti du code d'Angular. Si vous voulez, c'est vraiment dommage d'avoir ça ici. Si vous voulez créer quelque chose qui permet d'injecter des cars, des engines et des types, vous pouvez créer quelque chose, un injecteur, lui donner ces définitions-là, et derrière, il va récupérer, si vous lui demandez par la classe, par le type, il va vous retourner automatiquement un singleton sur cet objet. Cette syntaxe-là, en fait, c'est un raccourci pour une syntaxe qui est un peu plus lourde et verbeuse, qui dit juste, pour ce type-là, en fait, tu utilises la classe qui est identique. Donc, au final, c'est juste un sucre syntaxique, mais ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus évolué à tous les niveaux où avant on gérait avec la dépendance d'injection avec les services, les factories et autres, on en parlera tout à l'heure. Là, voilà, vous avez toutes les logiques d'injection de dépendance, en tout cas de déclaration de modules pour la future injection de dépendance. Donc, soit vous faites le use class comme on l'a vu avant, vous avez encore le droit de faire des factories. Alors, il reste encore des bribes de string dans le système. Je pense que ça sautera d'ici peu. Et après, vous pouvez, grâce à ça, par exemple, définir des constantes, des values, voire même des alias. Et ça permet en fait tout le système. Vous allez pouvoir jouer avec les mocks, avec cette logique d'alias où vous allez dire, pour faire telle chose, en fait, utilise pas le truc que tu connais, mais utilise-en un autre. Moi, j'en ai un meilleur. Et au final, ça permet d'outrepasser la logique d'origine et de gérer l'injection de manière propre. Et l'avantage
c'est qu'il n'y a pas un injecteur, il y a des injecteurs dans Angular. En fait, ces injecteurs, ils suivent l'arborescence de votre code et du DOM. Donc, résultat, alors, si certains connaissent Dagger, qui est un gestionnaire de dépendance d'injection côté backend dans Java, qui est d'ailleurs maintenant géré par Google dans sa version 2, s'en est hautement inspiré. Au final, chaque fois que vous allez créer un injecteur, vous allez avoir les définitions des parents qui vont être mis à disposition. Mais si dans votre injecteur, vous avez quelque chose qui redéfinit le type, au final, c'est le deuxième qui a raison. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que sur le même injecteur, si on prend 2 fois le même élément, c'est égal, et une stricte égalité. Mais par contre, si vous demandez à l'injecteur et au child injector le même élément, là, ce ne seront plus les mêmes références qui seront retournées. Donc, vous allez avoir potentiellement une facilité à gérer des singletons pour des parties de votre app. Donc, au final, quand on a des applications qui deviennent assez grandes, c'est assez pratique. Donc là, c'est un exemple pour mettre en avant ça, où je demande à l'injecteur, crée-moi une car, une voiture, et au final, je vais regarder dans mon child injector, bon, bah, la définition de car, je l'ai. Celle-ci, elle est violette. Je l'ai dans la définition et j'ai aussi l'engine. Ça tombe bien. Ok, je sais que pour une car, il faut un engine et des pneus. J'ai les 2 définitions, mais par contre, j'ai pas celle des pneus. Bah, au final, je vais pouvoir les taper dans le parent et le parent va savoir faire des pneus. Mais on voit aussi que le parent, il sait faire une voiture et faire un moteur. Mais par contre, je vais pas l'utiliser parce que je l'ai trouvé dans mon injecteur en dessous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une partie, l'injecteur que vous verrez tous les jours quand vous travaillerez avec. Ça reste assez simple. Là, je vous ai même présenté de manière assez compliquée en rentrant un peu dedans. C'est assez intéressant. C'est une partie vraiment à prendre en compte parce que ça change pas mal par rapport à Angular 1. Ça, c'est ma partie préférée. C'est une chose qui est rentrée d'ailleurs au TC39, le consortium de validation des spécifications JavaScript. Ils l'ont proposé. Ça vient de Node.js. Alors, il y avait une expérimentation en Node.js et ça vient de Dart plutôt. Et pour ceux à qui ça parle, c'est un execution context pour le JavaScript. Moi, quand on me dit execution context en JavaScript, je pense que ça me fait ça dans la tête. Ça va vous permettre d'envelopper tout le code asynchrone dans du JavaScript. Donc, généralement, c'est quelque chose d'Angular 1 où vous aviez les promesses, mais derrière, en fait, c'était pas vraiment des promesses. Vous aviez des root scope digest qui se déclenchaient à chaque fois. Ben là, tout est dans Node.js. Et encore une fois, ça, vous pouvez le prendre et le mettre dans n'importe quel autre framework. C'est ça qui est pratique. Donc, un petit exemple. Alors, j'attends des réponses. 4 fonctions qui vont juste imprimer en sortie leur nom. Donc, la fonction A va imprimer A, B va imprimer B, C et D. Je lance A, puis un set timeout de B, puis un set timeout de C, puis D. Votre avis, qu'est-ce qui s'affiche sur la console? ADBC? ADBC, qui vote pour? Il y en a qui trichent. ABDC ou autre chose? ABCD? Majoritairement? Alors là, on est dans du pur JavaScript. Il n'y a pas d'Angular, il n'y a rien. En fait, ADBC. Ce qui s'est passé, c'est que le code dans le set timeout a fini dans l'event queue. Donc, le système, il sait que c'est asynchrone, il passe à la ligne suivante. Ligne suivante, pareil, il met C dans l'event queue, il le traitera plus tard. Il traite D, et ensuite, il traite B qui était dans l'event queue tout en bas, puis il traite C. Donc ça, c'est quelque chose, on y fait face tout le temps dans le JavaScript. Alors après, on s'y habitue, mais c'est pratique aussi de pouvoir encapsuler tout ça. Par exemple, si je veux faire un calcul du temps d'exécution de tout ce bloc, ça n'a pas de sens en termes de complexité, mais je vais faire mon start, je lance A, je lance B et C, D, stop, je stoppe mon timer. Résultat, on l'a vu, je vais louper B et C parce que mon timer, il se start et il se stoppe de manière synchrone. Donc au final, à cause de ça, on n'a pas moyen de manipuler correctement toute la partie asynchrone. Donc en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est passer de quelque chose qui est comme ça, où notre timer est défini ici, à quelque chose qui est comme ça, où
avant de démarrer quelque chose, on lance notre timer, on l'arrête à la fin. Et quand il y a un autre truc qui sort de l'event queue, on redémarre et on réarrête. On redémarre et on réarrête. Et on fait ça tout au long du temps de l'exécution de l'application. Et ça va vraiment permettre en fait d'encapsuler et de mettre de la logique dans cette partie de avant que quelque chose s'exécute et après. Donc c'est le fameux execution context. Et pourquoi en parler aujourd'hui? Pourquoi sur de l'Angular? Ben, en fait, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'asynchrone, il fallait que le root scope digest se déclenche. Mais ça, si en fait, alors c'est du pseudo-code, hein, je pense pas que ça marche directement, mais si vous récupériez le root scope à partir de l'application que vous démarriez avec un run sur une zone, et que après chaque tâche, vous faites un root scope digest, normalement, vous êtes capable d'utiliser des promesses natives, le set timeout ou n'importe quel autre élément natif du JavaScript. Ce qui se passe pour démystifier Zone.js, il fait du monkey patching, donc il change les fonctions set timeout et toutes les fonctions d'ailleurs à event listener et autres du JavaScript standard, et il met sa logique au milieu et il appelle le callback que vous lui passez. Donc au final, ça permet de gérer quelque chose de manière beaucoup plus simple et d'avoir cette logique de zone. Et en plus, ça permet de gérer les exceptions. Alors ça, c'est un exemple que je vais vous montrer. Un truc assez simple. Alors dites-moi si vous voyez. Ouais, il ne faut pas que j'affiche des choses en haut. Hop. Je stack ça à droite. Et en console. Voilà. Là, je vais juste associer un event qui va lancer une exception. Je la lance. On a juste un message d'erreur. C'est ce que vous avez tout le temps dans du JavaScript standard. Mais là, si on part sur une logique, je retourne sur la presse, avec la touche retour. Si on part sur une logique avec l'exception handler, inspecter, je remets la même chose, je raffiche la console. Là, j'ai automatiquement la stack trace qui se gère. Et ça, encore une fois, c'est plus de l'Angular, c'est un framework à part. Et vous pouvez savoir, grâce à cette stack trace, où a été défini l'event handler qui a lancé l'exécution, jusque même à la ligne qui a amené l'attachement de l'AdEvent listener. Donc là, on le voit ici, l'erreur qui a été jetée, et ça va vous remonter jusqu'au niveau le plus haut. Donc là, c'est le démarrage de l'app, et là, c'est le AdEvent listener. Et donc ça, vous pouvez l'avoir dans n'importe quelle application. Hop. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, les zones, qui, pour avoir joué avec dans différents contextes, j'essaye même de le mettre dans de l'Angular 1 pour me passer du root scope digest, en tout cas pour éviter de le faire un peu n'importe quand. C'est quelque chose qui va potentiellement aider, voire révolutionner, j'aime pas ce mot, mais bon, qui va bien améliorer les choses sur le développement JavaScript. Ça, c'est mon favori dans la liste. Ensuite, les observables. Alors, les observables, notion compliquée à comprendre. Qui travaille avec aujourd'hui? Est-ce que vous en faites? Ah, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. C'est normal, ça commence. J'ai pris la définition. C'est quelque chose qui peut être assez abstrait parce qu'au final, on évoque des events qui vont au fur et à mesure du temps vous pousser de la data. Il faut vraiment imaginer ça. Alors, il y en a certains qui vulgarisent en disant un tableau temporel. C'est un flux de data qui va vous arriver une à une ou n à n. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans Angular 2, à l'image de ce que les promesses étaient dans Angular 1, où c'était l'un des premiers frameworks à bien amener les promesses, d'ailleurs intégrer de l'RQ. C'est la même chose avec les observables. Toute la partie fonctionnement d'AngularJS, où dès qu'il y a un peu d'asynchronisme ou de gestion d'appels HTTP, par exemple, ça va passer par des observables majoritairement. Donc, dans votre code aujourd'hui, on a très souvent ça. Alors, si on code un peu différemment, on essaye d'éviter de l'rscope, mais bon, des fois on veut vérifier qu'une variable elle change et elle évolue. Et le problème, c'est que notre code il peut devenir un peu plus moche. Je watch la valeur de foobar et derrière, bon, si la valeur elle est inférieure à 0, je sors. Sinon, je fais une transformation, puis une deuxième, puis je réaffecte.
ça devient lourd ce code. C'est bien lourd et surtout on est associé au scope et le scope c'est le mal aujourd'hui. Donc il fallait des solutions, surtout que le scope disparaît de plus en plus. Et la solution, elle vient donc des observables et de l'implémentation de RX, donc qui a été développée par Microsoft, très utilisée par Netflix côté back-end avec RX Java. C'est la librairie de référence, mais encore une fois, c'est pas d'Angular, c'est pas imposé, vous pouvez utiliser autre chose. Donc si vous avez envie de travailler avec Beacon, vous pouvez, si vous avez envie de prendre RX et l'utiliser ailleurs, vous pouvez. Et au final, votre code, il ressemble à ça. Donc là, c'est juste foo point barre. Alors, le dollar à la fin, c'est souvent pour dire que la variable, c'est un observable quand on n'a pas de type. Et en fait, vous allez avoir des opérateurs. Donc là, je vais filtrer. Et au moins, comme ça, je recevrai jamais la variable finale. Et je vais faire mes transformations successives. Et à la fin, donc dans le subscribe, on a le fameux observer. Donc, c'est le couple observable-observer qui va définir de 1 à 3 fonctions. La deuxième et troisième, c'est pour l'erreur et le complete. Généralement, on peut en mettre qu'une et au final, on récupère la data et on l'affecte. Donc là, je fais une simple affectation. Et là, on a du code qui est beaucoup plus simple à voir, à relire et à tester aussi. Parce qu'au final, vous avez beaucoup moins de dépendance et tester les observables, c'est quelque chose qui est assez mastoc, mais qui, quand on est dedans, au final, devient très, très puissant. Alors là, c'est bien, on n'a même plus le titre. Donc, vous avez, il faut me croire, beaucoup d'opérateurs et vous avez une partie qui manque. Donc, avec, je crois, on les a comptés la dernière fois, il y en a plus de 150. Donc, vous avez vraiment le choix, vraiment la possibilité de faire des choses très avancées. Oui, oui. Mais on les a pas comptés. Mais par contre, la doc est très bien faite. Et là, si on regarde une des docs, donc ces diagrammes, c'est des diagrammes de Marble, ça nous permet de voir en fait ce qui se passe. Donc là, par exemple, on fait un x10. Qu'est-ce qui se passe quand on met quelque chose en entrée et qu'est-ce qu'on a en sortie. Donc par exemple, si on veut, alors je vais prendre distinct, là on peut jouer et déplacer les datas et voir ce qui se passe. Donc quand on a une question sur qu'est-ce qui va se passer dans mon observable, plutôt que de le coder, on peut jouer avec la doc et c'est un peu plus sexy. Et il y a vraiment beaucoup d'opérateurs. C'est quelque chose de très avancé. Et c'est bon à savoir que les observables, c'est quelque chose, et une structure qu'on aime bien généralement maintenant quand on fait du JavaScript et même du fonctionnel en général, c'est que c'est immutable, c'est composable et c'est réutilisable. Une promesse, une fois que vous l'avez déclenchée, elle a été déclenchée, c'est fini. C'est-à-dire que si vous voulez resuivre quelque chose, en interne, elle ne se relancera pas. Un observable, vous pouvez le réutiliser. Et vous pouvez même les combiner, les agréger et les modifier au fur et à mesure. Donc là, on voit qu'on fait des choses où j'ai 1, 2, 3, 4, je fais 4 logs, je fais un log de tout ça, cool. Mais cet observable, je peux aussi filtrer dessus et les afficher. Et aussi sur ce résultat-là, qui est chaque observable et chaque opérateur renvoie un nouvel observable, d'où l'immutabilité. Et on peut derrière, après, avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc, c'est super pratique parce qu'on peut s'inscrire à n'importe quel niveau, n'importe quel nœud de ces observables pour travailler. Et après, je vous cache pas pour les développements qu'on fait en Angular 1 avec des observables, après on en voit partout. C'est juste logique, un observable, ça se rapproche de quelque chose que vous pouvez connaître qui s'appelle CycleJS, où au final c'est juste une interprétation de un event, quelque chose se passe, on réagit, on effectue des opérations et on réaffecte. Donc, je vous cache pas, des fois on se réfrène, on se dit est-ce que c'est nécessaire de foutre un observable à ce moment-là. Ensuite, System.js. Donc là, on est toujours hors Angular. System.js, c'est le ES Module Loader qui normalement devait être pour 2016, sera peut-être pour 2017. La spec est toujours pas sèche et de toute façon, elle n'est pas en stage 4. Pourquoi passer à ça? Dans Angular 1, on faisait ça. On déclarait, on avait notre module. Donc Angular avait recréé un système de modules. C'était en 2009, il n'y avait rien, donc il fallait le faire. Maintenant, je trouve que c'est un peu plus pratique. Import, l'IDE est capable d'analyser automatiquement, il connaît les variables parce qu'il sait lire le fichier qui est à côté et il sait auto-compléter sur tous les éléments. Donc, et en plus, votre import, il est local à votre fichier, donc vous êtes tranquille sur la visibilité. Là, vous aviez votre import et votre module, le propager partout. Et c'est beaucoup plus simple à maintenir. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'au final, on se dit c'est deux syntaxes et on a peut-être un peu d'IDE qui aide, mais ça aide en fait énormément parce qu'on va prendre
que ce qu'on a besoin dans notre application. Donc, si j'ai fait un import de foo, je l'aurai utilisé. D'ailleurs, même on peut, s'il n'est pas utilisé, trouver et améliorer la minification du code a posteriori en retirant le bout de code que vous n'avez pas voulu. Mais au moins, vous ne partez que avec ce que vous avez besoin. Dans Angular 1, vous posiez la librairie, les dépendances externes, si vous utilisiez le routeur, si vous utilisiez un autre élément, vous posiez tout, mais à la fin, vous aviez tout. Donc, au final, ça faisait une page qui pesait de plus en plus lourd. Là, le but, c'est de réduire drastiquement les pages. Et en plus, alors la gestion des modules en JavaScript standard, perso, ça me saoule. Et devoir gérer du CommonJS, de l'AMD, du Require, l'UMD, c'est bien, mais si on peut s'en passer, c'est mieux. Et surtout, si on suit une spec. L'avantage, c'est que là, c'est présenté, toute la doc d'Angular tourne autour de System.js. Perso, j'ai un favori, je l'assume, je suis plus JSPM, mais beaucoup utilisent Webpack et c'est tout à fait compatible. Rollup est le petit dernier qui, alors JSPM, lui, en plus, c'est un gestionnaire de dépendance. Donc, il tapera dans plein d'autres choses. On pourra en parler un de ces quatre si vous souhaitez, mais sa différence, elle est vraiment là. Rollup, lui, il va juste prendre tous vos fichiers, les agréger et vous fournir quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que Webpack, dans sa version 2, va essayer d'améliorer sur la partie qui le différencie de JSPM, sur toute la partie build, gestion des modules. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent dans Webpack 2, sachant que JSPM avait tenté d'implémenter ce qu'on appelle le tree shaking. Donc ça veut dire retirer le code que vous n'utilisez pas, même si vous avez écrit import, vous l'utilisez pas, au final, ils vous le retirent. Ils ont essayé, au final, dans JSPM 0.17, qui est encore en bêta, ils ont intégré Rollup. Et l'équipe Angular utilise Rollup.js pour builder son appli. Et leur but aujourd'hui, c'est d'avoir une appli, un Hello World, qui pèse 10 kilobytes. Donc, d'avoir le two-way binding ou tout ce qui est nécessaire pour juste le premier Hello World d'Angular et qui tourne à 10 kilobytes. Je trouve que c'est pas mal, surtout quand on voit le poids de la librairie core d'aujourd'hui. Et autre élément important pour cette première partie, ça fait 10 ans que jQuery est sorti. Ils l'ont fêté avec la version 3 cette année. Ça fait des années qu'on a travaillé avec ça. Dans Angular, on utilisait jQuery Lite. C'était bien, ça dépannait, ça évitait d'avoir un jQuery global qui prenait masse de place aussi. Donc, c'était une chose assez intéressante. Et ce pourquoi c'était là, c'était pour la rétrocompatibilité. Il y avait des navigateurs qui nous forçaient à avoir cette partie jQuery pour être sûr que ça marche partout. Et il y a quelque chose de dramatique qui est arrivé cette année, c'est la mort d'IE. Et perso, je faisais la gueule quand c'est arrivé le 12 janvier 2016. Arrêtez IE dans des versions trop vieilles. Même Microsoft vous dit arrêtez. Donc au final, les API HTML maintenant, IE dans ces versions 11 ou Edge, les supportent assez bien. Les autres navigateurs évoluent extrêmement vite. Donc faites-vous plaisir, arrêtez d'avoir tout ce niveau d'abstraction. C'est des perfs bouffés en plus et c'est de la complexité à tous les endroits. Donc dans Angular, on embrasse et on oublie le titre de la partie HTML5. Donc c'est juste les API HTML5, ça suffit. Donc je vais pas toutes les détailler, vous devez les connaître et au pire, je jouez avec la console, vous ouvrez Chrome, vous avez tout ça à disposition. Mais au final, on peut faire tout ce qu'on fait majoritairement avec jQuery, manipuler des classes CSS, manipuler, les enlever, les retirer, les remettre, jouer avec le style. Et c'est marrant parce que le style, en fait, c'est juste un objet, le node, et on descend dans l'objet et on lui affecte des valeurs. Donc, je lui mets une color, je l'affecte, je change les tailles et tout. C'est natif et on voit que c'est l'opérateur point qui permet de faire ça. Donc, grâce à ça, on a quelque chose de beaucoup plus simple, logique et surtout cross-platform. Même les events, vous avez envie de créer un super custom event, vous pouvez. Vous allez réagir, vous allez créer des events et vous allez faire des choses de manière native. Hop. Naviguer dans le DOM, je ne l'évoque pas, dans jQuery, on avait le chaînage possible. Là, vous pouvez chaîner, refaire des sous-requêtes. Une grosse différence, surtout quand on commence à faire des choses un peu compliquées, les perfs. C'est tout bête, mais le navigateur, quand
quand il doit prendre toute la partie jQuery, le moteur V8 de Chrome doit optimiser tout ça, bah, ça tuer les perfs. Alors là, je pense pas que ce soit des stats faits avec jQuery 3, mais bon, c'est pas comparable. Le navigateur, si vous lui dites c'est l'API native, c'est du code C qui est exécuté derrière et c'est au taquet. Donc profitez-en, c'est juste là et même ça dans les autres frameworks maintenant ils commencent à abandonner des surcouches et des abstractions. Dernière partie, avant d'attaquer le lourd, AdScript, je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein. En JavaScript, on l'évoque souvent en disant que c'est quelque chose qui bouge tout le temps. On a tous les 3 mois, on a un nouveau truc. Ben là, c'est bien. En 3 mois, on a réussi à faire naître un langage et à le faire mourir. C'est magique, mais bon, ça arrive. Ils ont vu la réaction des développeurs et ils ont choisi de fusionner tout ça avec TypeScript. Donc, la logique d'Angular, et c'est pour ça que le JS a disparu, c'est d'avoir le choix. Et d'ailleurs, il manque un élément de choix. Une personne m'a poussé une solution alternative encore. Mais vous avez le choix. Donc, si vous voulez faire du JavaScript à l'ancienne, où vous voulez tout dans un seul fichier, vous voulez pas vous embêter à transpiler des outils Gulp, Webpack et compagnie, faites le S5. Une API sera fournie et est fournie. Vous avez une variable globale qui s'appelle ng, vous avez tout dedans. Donc, vous pouvez faire ça. Mais si vous voulez, vous pouvez partir sur du compilé ou du transpilé à partir d'autres langages. Et au final, vous allez pouvoir profiter de tout ce qui est ECMAScript 6. Alors 6, 2016, on n'a quasiment rien rajouté, voire même du plus. En tout cas perso, je tourne en stage du 0 sur Babel pour avoir un peu tout ce qui existe pour mes développements. Donc au final, ça permet de pas réécrire et d'utiliser tout ce qui est mis à disposition. D'ailleurs, juste pour savoir qui code en ES6 aujourd'hui, ça fait plaisir. On en voit rarement. Et vous pouvez même aller un cran plus loin en choisissant les types. Donc là, vous allez avoir dans TypeScript une aide. Le système va vous dire, là, tu peux pas utiliser telle méthode. Donc sur un tableau, c'est pas add, c'est push. Ouais, mais des fois, on est crevé et on fait .add et on cherche pourquoi ça marche pas. Et après, c'est au runtime qu'on se rend compte. Là, l'IDE ne vous propose même plus ça. Et à la compile, le système, il vous jarque en disant, tu t'es planté, réécris ton code et cherche pas. Donc, c'est vraiment un avantage. Et Angular 2 est écrit en TypeScript. Donc, c'est quelque chose à adopter et beaucoup disent que grâce à ça, le TypeScript va énormément décoller. Après, il reste une alternative. Si vraiment le JS, ça vous débecte, si vous êtes ici, c'est bizarre, mais bon, c'est de l'Angular, hein, après, on choisit. Hein. Mais vous pouvez faire du Dart. On pouvait déjà le faire en Angular 1. Je sais pas qui en a fait, j'ai testé. Bon, déjà qu'il n'y a pas de moteur natif sur Chrome pour Dart, on retranscrit ça en JS, mais vous pouvez. Donc Dart, ça ressemble encore plus à du back-end, ça ressemble encore plus à du Java. Vous avez des choses différentes. Ça existe. De vous être proposé. Bon, après Google, c'est leur langage, donc ils le mettent en avant. Et chose bête, hein, donc là, certaines personnes ont levé la main sur le S6, il y en a qui font peut-être du TypeScript. Aujourd'hui, en fait, quand vous faites de l'ES5, sans vous en rendre compte, vous faites du TypeScript. Or, du TypeScript de merde, hein, parce que vous n'avez pas les types, vous n'avez pas tous les éléments qui vont bien, mais vous en rendez pas compte, mais vous faites du TypeScript. C'est l'avantage d'être rétro-compatible. C'est juste du pauvre TypeScript que vous avez écrit sans les types, sans les Fatoro functions, sans les éléments de l'ES6 ou du TypeScript. Mais grâce à ça, au final, vous allez pouvoir envisager une évolution de votre code petit à petit. Dire un module, aujourd'hui je l'écris en TypeScript et l'autre, tiens, j'ai un petit refactor, j'ai un bug à corriger, au lieu d'utiliser un callback avec function, je vais utiliser une Fatoro. Vous pouvez, si vous avez l'outillage nécessaire pour faire la transpile derrière, profitez-en. Donc c'est ce que je vous évoquais, hein, la lecture du code en ES5. Voilà, vous avez cette variable ng et vous allez avoir quelque chose avec une API Fluent avec .component, .class. L'avantage c'est que class c'est pas un module langage encore. Donc en ES5 c'est interprété. Vous êtes obligé de créer la fonction constructeur. Vous allez le passer, donc vous faites tout ça. Mais franchement c'est pas sexy et on préfère avoir quelque chose avec des décorateurs, avec des constructeurs, l'injection de dépendance liée au type. Et l'avantage avec TypeScript, vous mettez private, ça affecte automatiquement le nom qui est là
à this point ce nom-là. Donc derrière, vous avez quelque chose, un constructeur généralement vide. Vous faites juste les affectations à cet endroit-là. Et après, ben, les types. Ça change vraiment la manière de développer. On est assez dérouté au début et on s'y fait assez vite. Donc, petite pause. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? N'hésitez pas. Quand ça parlait de zone.js, on disait que ça permettait de mettre des. Ce que j'ai compris, c'est que genre, dès que tu as un timeout qui démarre au terme, en fait, ça permet d'avoir un callback avant et après. C'est ça. Et du coup, tu disais que c'était par patching, mais du coup, c'est-à-dire que tu fais ça, toute ton application ou toutes tes librairies, elles vont être modifiées par lui. Bah en fait, vu qu'il y a du monkey patching sur les API natives, add event listener, donc je répète la question, c'est comment vont fonctionner, si j'ai bien compris, les librairies qui vont utiliser, qui vont utiliser toutes ces fonctions monkey patchées, si je me trompe pas. Je répète, hein, parce que pour le live on t'entend pas. Donc si c'est bien ça la question, en fait, ça va juste être transparent. Quand toi, même en codant, tu vas faire un add event listener, ça va marcher, ton add event listener. Sauf que le système va être lancé dans un contexte d'exécution qui lui est propre. Et tu vas pouvoir dire, bon, ben, tout ce qui est lancé dans ce contexte d'exécution, je veux que ça effectue quelque chose avant, après. Il y a même plein de hooks différents mis à dispo par la librairie, mais ça va être transparent. Le but, c'est de s'insérer, c'est du man in the middle du JavaScript, hein, c'est s'insérer au milieu entre l'API native et ton code, mais sur des trucs qui sont pour toi transparents. Donc très souvent d'ailleurs c'est utilisé par des systèmes et qui amènent des problèmes de sécurité, ou si on change ta fonction add event listener ou le fetch, c'est pas le plus utilisé, mais qui envoie quelque chose, donc qui déclenche une requête JavaScript. S'il y a quelque chose qui monkey patch quand vous connectez sur un réseau Wi-Fi qui injecte du JavaScript à la volée, bah, au final ça peut prendre toutes vos datas que vous allez saisir et les avoir avant, donc potentiellement même les pousser à un autre endroit. Donc c'est la même logique qu'il y a derrière. Alors, après, niveau sécurité, là c'est vous qui maîtrisez Zone.js, mais le but c'est juste ça, c'est de se mettre entre le code natif et votre code à vous. Et du coup, par contre, tu peux faire un seul contexte d'exécution, tu ne pourrais pas t'amuser à en faire deux. Alors pour les objets globaux, c'est un peu particulier parce que c'est pas je pourrais montrer du code tout à l'heure si tu le souhaites. Pour les objets globaux, au final, eux, ils vont être un peu, ouais, quoique. Il y a un event, ils vont utiliser les API natives à un moment, hein, ces objets globaux. Donc au final, ils vont retomber dessus. Mais par contre, tu peux customiser tes zones en fonction de tes niveaux dans ton code. Donc, si tu sais qu'à cet endroit-là, tu dois déclencher un timer, mais à l'endroit suivant, tu dois multiplier le timer par 2 pour je sais quelle raison, tu peux redéfinir et dire, bah, en fait, dans la zone dans laquelle je me trouve, tu rajoutes en plus quelque chose after turn et before, je me rappelle plus les noms, before task, after task, pardon, tu rajoutes quelque chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement malléable. Et le but, hein, c'est pour ça qu'ils l'ont amené côté JavaScript, c'est parce qu'au final, c'est standard pour eux et ça permet de faire un peu tout et n'importe quoi et d'avoir ces execution context. Je pense qu'un exemple de code pourra aider, on pourra regarder ça après si vous souhaitez. D'autres questions? N'hésitez pas. C'est dommage. Ok, bon, au moins, limite de toute façon, après, devant les pizzas, on pourra poser plein de questions. Alors, côté, donc là, on va rentrer dans la partie Angular. Donc, tout ce qu'on a vu, je l'ai répété de nombreuses reprises, c'est des éléments qui ont un lien avec Angular, qui vont être utilisés dans Angular, mais qui ne sont pas obligatoires et qui vont vous permettre au final d'être décorrélés. Donc Angular, il ne va rester que ce qu'on va voir à présent. Et ça réduit pas mal la code base. Donc dans Angular, tout est composant. C'est une mode que vous avez vu apparaître dans les différentes versions 1.3, 1.4, 1.5. 1.5, on a le .dot component. Bah, c'est juste pour la rétrocompatibilité, pour vous amener vers un migration path. Là, tout est composant tout le temps. Donc, je le dis maintenant, si je pose des questions, la réponse est dans le composant. C'est simple, c'est tout le temps. Donc, cette image, je l'avais dans une présentation Angular 1, mais franchement, là, elle s'y prête encore plus. On a vraiment des blocs qu'on assemble à un niveau encore plus abstrait qu'Angular 1.
Angular 1, il fallait connaître les API de chacun des blocs pour savoir comment communiquer et le système derrière devait gérer avec le digest cycle que les modifications soient bien répercutées. Là, c'est d'autant plus simple, c'est d'autant plus pratique à suivre et à débugger et derrière les performances sont accrues. Ça, c'est une appli Angular. Vous avez votre composant tout en haut, c'est votre app. Et ben dedans, elle va avoir deux autres composants et ils vont en avoir N. On suit le DOM. Donc au final, on est d'autant plus proche du DOM et on a tous les avantages d'avoir une structure où cet élément-là peut communiquer seulement avec son parent par la partie HTML. Après, il y a d'autres manières de communiquer, mais là, vous avez vraiment le contexte d'Angular, c'est full component. Il manque vraiment tous les titres. Donc un composant, c'est un template avec le contrôleur. Alors, je mets les guillemets, hein, parce que ça s'appelle même plus un contrôleur aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus le contrôleur d'Angular. Mais c'est ce qu'on avait dans nos contrôleurs en Angular 1. Et de la route config. La route config, je l'ai mis entre parenthèses parce que le routeur est pas encore fini du tout. Donc, limite, je vous présenterai juste 2-3 petites choses dessus, mais sans plus. Donc, la partie template. Donc ça, vous connaissez tous, hein, si vous faites de l'Angular, l'interpolation d'une variable, vous la définissez. Crochez-vous, pour ceux qui n'ont pas fait d'Angular 2, c'est la seule rétrocompatibilité au niveau des templates. Il n'y a que ça en commun. Donc ça fait mal. On se dit pourquoi? Il va falloir que je repasse sur tous mes templates. Ça va bien m'embêter. Ben ouais, mais... Ah oui, les contrôleurs as, tu les enlèves. C'est comme ça. Mais l'avantage, là, c'est qu'on les a plus. Donc, les problématiques que ça posait ont disparu. Et on retrouve le code qu'on écrivait en Angular 1.2 et qui nous gênait moins. Donc, en fait, tout ce qui était les directives NG vont utiliser ce que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est tout simple, ça va être juste des propriétés du nœud HTML sur lequel on se trouve. Donc, NGHide ou NGClass, on avait une syntaxe un peu lourde, d'ailleurs on en avait plusieurs. Maintenant, ça devient juste ça. Donc, dommage, ça tombe pile poil encore sur la barrette. C'est crochet, hidden, et vous allez mettre la condition. Et crochet, class.active. Donc, normalement, dans l'API HTML, c'est classList. Là, il y a un alias pour eux, pour que class, vous n'ayez pas à écrire classList.add. Vous faites class.active et ça va automatiquement, si la valeur ici est true, définir la classe CSS active sur cet élément-là. C'est tout. Vous avez des crochets et ça vous permet d'affecter automatiquement des attributs sur l'élément du DOM. Les events, au final, tous les ngClick, ngMouseHunter, ngLeave ou quoi que ce soit, vous aviez des directives. Je ne sais pas si vous avez regardé le code d'Angular 1 de comment elles étaient définies, ces directives. Ils ont un tableau avec la liste de tous les events qui existent dans le système et qu'ils veulent gérer, click, MouseHunter et autres, et ils font un for dessus. Et en fait, ils créent toutes les directives de la même manière, parce qu'en fait, c'est juste un add event listener sur l'élément, et derrière, effectue, donc interprète la string qui est là, et effectue le calcul. Au final, ça disparaît aussi, on n'en a plus besoin. On va utiliser une syntaxe avec des parenthèses. L'avantage, là, c'est qu'on voit les parenthèses et on a un objet qui nous est passé. Donc avant, passer des paramètres, surtout quand on créait des directives, il y avait une logique à respecter. Là, vous avez toujours quelque chose qui vous est passé. Après, vous l'utilisez pas, c'est comme vous voulez. Mais vous avez l'event HTML natif. Donc là, on voit une syntaxe à partir de parenthèses. Donc si je me remets bien, j'ai la value de l'élément par les crochets, j'ai les parenthèses pour les events. Je peux créer du two-way binding. Donc le truc magique d'Angular qu'on a tous découvert sur un Plunker en faisant 2 lignes d'ailleurs dans du HTML, on faisait 2 lignes de code et le ngModel et on avait du two-way binding. Ça c'était génial. Dans l'alpha, hein, je vous le cache pas, ça a disparu parce que ça revenait à ça. Et ça, c'était un peu la réaction des développeurs. C'est notre truc magique, le truc qu'on utilisait tout le temps, notre ngModel, game over. Et ils sont revenus dessus, ils ont écouté la communauté. La période d'alpha, elle a été assez longue, hein. Il y a eu plus d'1 an d'alpha, si je me trompe pas. Et ils ont fait une syntaxe qui est en fait la concaténation des deux. Crochet, parenthèse. Alors pour les dyslexiques, vous allez vous planter tout le temps, sauf si vous avez le super tips, le pro tips de la doc officielle. En fait, c'est une boîte de bananes. Alors ça se voit un peu moins là-haut, mais
c'est une boîte avec les bananes à l'intérieur. Et c'est dans la doc officielle, c'est ça qui me tue. Mais bon, moi perso, je me trompe plus. Et surtout que si vous inversez les trucs, l'erreur, elle est imbitable. C'est-à-dire que le système ne sait pas réagir correctement et vous envoie chier, mais sans vous dire que c'est ça l'erreur. Donc, l'oubliez pas, ça vous permet de gagner du temps. Et là, franchement, les développeurs, ils étaient un peu plus contents. Et c'est arrivé assez tard dans l'alpha. Il me semble que c'était les versions 38, 39. Sachant que je crois qu'on a fini à 45. Donc, dans ces eaux-là. Après, je les connais plus par cœur. Keep it simple. C'est au début, on le garde, on le fait le plus simplement. On pouvait coder. Alors après, c'était plus chiant. On avait 2 trucs à mettre. Mais c'était le but. Si au final, personne dans la communauté n'avait râlé et s'était dit, bah, ça nous suffit, on le garde. Après, ils ont eu les retours de la communauté. Pas mal de personnes ont demandé des modifications et ils voulaient aussi trouver la bonne syntaxe, le bon élément pour faire ça. Donc là, c'est ce NG-model avec la boîte de bananes. Oui, c'est ça. C'est un gopher qui parle. Là, on a vu tout ce qui se passe sur le DOM, sur un élément du DOM. Mais il y a aussi, et ce avec quoi on jouait beaucoup, c'est tout ce qui altère le DOM. Et ça, dans Angular 1, si vous avez regardé le code, c'était pas fait de la meilleure des manières. Encore une fois, c'est un truc qui date de 2009. Ça a été amélioré, mais pour les performances navigateurs, c'était vraiment moche. Donc, ils ont décidé de revoir cette syntaxe. Alors, tous les trucs importants tombent sur cette barrette. Regardez que la barrette, en fait. La syntaxe, elle est basée sur une étoile. Donc, c'est ngIf. Alors déjà, on l'a pas vu tout à l'heure, mais les directives natives, donc là, il y a ni crochet ni parenthèse, elles n'ont plus ce qu'ils appellent maintenant le kebab case. Le kebab, c'est le mot avec la barre du kebab dedans. C'est du camel case. C'est parce que maintenant, le parseur d'Angular sait gérer le camel case. Avant, il savait pas le faire. Donc maintenant, vous prenez plus la tête sur la casse. C'est toujours la même. Ce que vous codez côté back ou côté code.js, c'est ce que vous voyez dans les templates. Donc, si vous voulez faire du snake case, Pascal case ou autre, faites-vous plaisir, vous avez ce que vous voulez. Là, par contre, c'est l'étoile. Ils ont décidé, il fallait un caractère. À force, on va manquer de caractères, je pense, mais là, on a une étoile et ça nous permet de conditionner l'apparition de cet élément-là. Pareil pour le ngFor. Alors, la syntaxe, pour ceux qui en ont fait, elle a changé il y a très peu de temps. On va définir movie de movies et on va itérer dessus. En fait, pourquoi mettre cette étoile? Qu'est-ce qui change? Au final, c'est qu'on va utiliser, encore une fois, j'en ai pas parlé tout à l'heure volontairement, un truc qui existe dans le HTML5, comme quoi ils en ont fait des choses dedans et on les utilise pas tous les jours. C'est les templates. C'est des bouts de HTML qui vont être gérés par le navigateur, qui ne vont pas être rendus, mais qui vont être accessibles. Et au final, le système Angular va jouer avec ça et va profiter au final, parce que ça, le navigateur, c'est l'optimiser, puisqu'on est sur du natif, va utiliser ça pour effectuer le ngIf ou le ngFor. Donc au final, quelque chose où il y avait l'étoile, si vous avez envie de l'écrire sans l'étoile, parce que vous n'avez pas la touche étoile, vous pouvez mettre des crochets ngIf et ça sur un template. Et au final, le système va enlever ou remettre les balises template à la volée. Donc, si vous avez envie de vous embêter, faites-le. Sinon, une étoile, on s'habitue et c'est pratique. C'est juste, je le répète, c'est juste un sucre syntaxique, c'est juste un élément par-dessus. Et ce qui est pratique, c'est, vu que cette logique, elle retombe sur les API natives, vous pouvez faire vos propres structurales directives, quelque chose qui va altérer le DOM. Dans Angular 2, il y avait eu plein d'implémentations de ngRepeat. Il y a eu une mode, ils ont dit, on va des librairies tierces, on va faire un ngRepeat encore plus performant pour faire plein de choses. Le problème, c'est qu'à chaque montée de version, c'était plus compatible, et quand on voulait faire des pipes avec autre chose ou l'utiliser dans un autre système, ça foirait, ça marchait pas. Donc au final, après 1.2, il y avait quasiment plus rien. Là, vous pouvez les faire, et l'avantage, c'est qu'on vous fournit une API pour modifier le DOM très proprement. Il y a très bons articles là-dessus d'ailleurs. Et une dernière bizarrerie pour les templates, c'est ces dièses-là. Donc là, en fait, ça permet de créer une variable dans le template HTML. Donc on crée des variables côté JavaScript, là on les crée côté HTML. Mais en fait, ça permet, là c'est une balise vidéo standard, le player vidéo HTML. Il y a une fonction play dessus. J'ai pas besoin de déclarer un contrôleur, passer un element avec la fonction link ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin de dire, sur le clic de ce bouton, le player, qui est la variable qui est ici, tu appelles la fonction native play.
Donc au final, on a économisé énormément de code où on aurait été obligé d'encapsuler, faire une directive particulière et autres, juste pour ça. Donc ça, c'est vraiment positif au sein d'Angular d'avoir ces variables-là qui sont utilisables. Voilà, on a fait le tour, un grand tour sur tout le template. Et là, on va voir ce qu'il y a dans un contrôleur. Par rapport à Angular 1, en tout cas ma vision, c'est qu'un contrôleur, c'est une mini-app. Limite, il sait même pas qu'il y a d'autres composants. Donc, le contrôleur d'un composant, il sait même pas qu'il y a d'autres composants à côté. C'est une boîte et il y a tout dedans. Donc, si on ouvre un composant, bah, c'est ça. Import component. On voit que ça vient de la librairie Angular 2 Core. Donc, au final, tous les éléments extrêmement importants sont dans Core. Et $HTTP n'y est même pas. Hein. Ils l'ont sorti, le routeur et tous les éléments annexes. Tout est éparpillé. L'avantage, c'est que l'IDE, il vous les retrouve tout seul et vous n'avez pas à vous embêter à retrouver ça. Vous définissez le sélecteur, encore une fois, c'est un sélecteur CSS standard de l'API native. Vous définissez un template, vous définissez votre classe que vous exportez avec l'élément et c'est fini. Vous avez un composant tout simple qui permet d'afficher dans un H1, un titre, l'élément que vous souhaitez, donc une super presse. Si je veux jouer avec la dépendance d'injection, sur mon composant, j'ai envie de mettre un peu de logique dedans, et ma logique, je la déporte dans un service. Je veux faire mon injection, donc donc là je suis en TypeScript, youpi, je mets mes types. Alors souvent on met les underscores hein, pour les variables privées, on aime ou on n'aime pas. Et je lance mon appli et je me rends compte, c'est Merlin qui fait les potions, ça foire à chaque fois, et on le voit vraiment pas. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, l'injecteur, pour pouvoir résoudre cette dépendance d'injection, il a besoin de connaître l'élément. Et résultat des courses, il est nécessaire à chaque niveau de notre application de définir, si nécessaire, les éléments qu'on souhaite utiliser. Donc là, ça va vous embêter au début. Après, vous allez comprendre la logique qui est derrière et l'utiliser de manière beaucoup plus sereine. Les IDE commencent même à vous alerter sur la potentialité de l'absence d'un élément en remontant l'arbre de vos composants. Mais là, il aura été nécessaire d'utiliser la syntaxe. Donc là, c'est la syntaxe simple où je mets juste le nom de la classe. J'aurais pu mettre machin, use class et définir des choses ici. Donc ça me permet d'avoir à ce niveau-là, my service, c'est un composant, mais en plus un singleton pour moi. Tous les composants qui seront à l'intérieur auront my service, mais si eux-mêmes le redemandent, ils auront un nouveau singleton. Donc, c'est la logique de l'injecteur. Vous la retrouvez dans le bootstrapping de l'app et ici. Donc, on a injecté ce service. Maintenant, on veut mettre un autre composant à l'intérieur, donc un émetteur. À l'ancienne, hein, Angular 1, je pose mon élément du DOM et je croise les doigts pour qu'il soit interprété. Mais vous imaginez bien qu'encore une fois, Merlin ne sait pas faire les potions, ça va péter, ça passera pas. Et limite, le pire là, c'est que vous verrez même pas pourquoi ça passe pas, il va juste lire une balise qui connaît pas le navigateur. C'est la même chose que pour le service. On a besoin de déclarer ce qu'on veut utiliser. Donc, vous déclarez le composant que vous avez codé, vous le déclarez avec un import ici, vous avez cette variable et vous lui dites, j'utilise en interne ce composant-là. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez éviter, vous allez avoir toute la logique de singleton et autres, mais vous allez surtout éviter, la partie conflit de non HTML, parce que deux directives, on code du web, hein, un drag and drop, ça s'appelle un drag and drop. Alors il y a plein de jolies directives qui font ng my drag and drop machin ou drag drop. Ça s'appelle un drag and drop, vous mettez une directive qui fait ça et basta. L'avantage de là, c'est que si à un endroit vous avez besoin d'une directive qui s'appelle comme ça et à un autre endroit vous en avez besoin d'une autre qui porte le même nom, il n'y aura pas de conflit parce qu'elles seront utilisées et interprétées qu'à cet endroit-là. À savoir que les directives natives core d'Angular, le ngIf par exemple, elle est directement déclarée. Il n'y a pas besoin de la mettre dans cette directive pour l'utiliser. Et il n'y a que celle de core. C'est-à-dire le routeur, faudra les mettre aussi. Les éléments externes, faudra les mettre aussi. De la HTTP par exemple pour les providers. Et autre élément aussi, ça permet d'éviter par rapport au slide précédent, si vous l'aviez pas mis, au final le système il s'est optimisé et ne pas
prendre votre fichier et l'injecter. Donc au final, si on avait utilisé comme avant la potion de Merlin, on aurait eu quelque chose, ou même pas la classe qu'on a créée, l'emitter component, n'aurait été injectée dans le code final. Bonus dans tout ça, et ça va en soulager certains, j'imagine, c'est qu'on a plein de hooks dans les components. Donc, et ça permet de simplifier toute l'API. Donc, on va pas les détailler, il y en a trop. Et l'avantage, c'est que ça vous permet de faire et de déclarer plein de choses à plein d'instants du cycle de vie du composant Angular. Donc, grâce à ça, vous allez sur une interface, on est typé, donc à faire, j'implémente un init, lead Eagle, il me dit, tu n'as pas implémenté ng on init, autocomplete, et il l'insère, et je mets mon code à l'intérieur. L'avantage de ça, c'est que vous n'avez plus à connaître le link, le pré, post, le compile. Tout ça, c'était de la tambouille interne d'Angular, et le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas la faire évoluer, parce qu'on avait foutu tout notre code là-dedans. C'était une chose qui existait, mais au final, ça permettait plus l'évolution. Là, grâce à ça, il y a des hooks, vous codez là-dedans, vous vous embêtez même pas à savoir comment c'est fait derrière. Parce que ces connaissances-là, d'ailleurs, s'il y en a qui savent me réciter l'ordre d'interprétation de pré, post, link et compile, bravo, mais ça ne sert que dans l'Angular 1, ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours dans un autre projet. Donc là, l'avantage, vous avez des hooks, vous mettez là-dedans et ça passe. Autre intérêt, parenthèse Angular 1, ces hooks, ils arrivent dans les points components d'Angular 1. Donc au final, vous pouvez, au lieu de faire un scope on destroy, vous pouvez très bien mettre quelque chose dans le hook du component destroy. Donc au final, ça aide à la migration aussi. Maintenant, on a notre boîte. Elle est belle, elle affiche juste un titre. Mais bon, si bien qu'elle puisse communiquer avec le reste du monde. Donc ça, généralement, on le faisait avec notre déclaration de directive, la fameuse DDO, qui a disparu aussi. Donc là, on va mettre tout ça dans un composant. Donc, pour avoir quelque chose qui s'éteint, non, hop, rallume-toi. Désolé, il y a une touche pour black, pour sortir de la presse, désolé. Input, je veux avoir des choses en entrée, je vais juste faire @input sur un champ. Résultat, pour l'utiliser, counter, pour une fois, ça tombe pas dessus. Crochet, counter value, c'est la valeur qui était affichée ici. Donc, je veux affecter à cette valeur dans mon composant la valeur 10 au démarrage. C'est simple, vous avez les crochets. Mais counter value, c'est bien pour mon code, mais c'est pas bien pour l'API de votre directive. Donc, au final, j'ai envie qu'elle s'appelle start. Je mets un alias et le counter, celui qui va aller récupérer l'API, la directive, counter start, il comprend un peu mieux à quoi ça sert. C'est bien de faire des inputs, c'est bien de faire ressortir de la data. Et je vous ai évoqué tout à l'heure les custom events. Et là, ça va être exactement ça. @output, donc là, on a une syntaxe particulière avec en plus des generics, avec les event emitters. Donc, ça va être quelque chose qui va envoyer de la data à l'extérieur via un custom event. Donc, on a toujours notre start, mais là, on va juste avoir notre parenthèse avec notre state emitter. Et là, j'aurai le state que le système aura envoyé. Et bien sûr, je peux mettre un alias dessus. Donc au final, le start et le finish, je veux avoir l'état, combien de fois il a été arrêté, le compteur a été arrêté pendant son exécution par exemple. Et au final, parenthèse, finish, show event. Et vous avez automatiquement le state qui est passé. D'ailleurs, je n'ai même pas déclaré. Donc on aura un joli undefined, mais voilà, vous avez juste une API qui est simple et lisible. Et j'insiste sur le côté lisible parce que ces crochets et ces parenthèses, ça vous permet de vous passer de cette problématique qui était là. On savait jamais, derrière un attribut d'une directive, ce qu'il fallait foutre. Est-ce que c'est une string? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fallait interpoler? Est-ce que c'était une fonction? Si vous lisiez pas le code de la directive ou l'API que le développeur avait voulu détailler dans sa page GitHub, vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire derrière. Donc là, avec ces crochets et ces parenthèses, vous savez que vous allez passer de la data avec les crochets, récupérer de la data avec les events. C'est beaucoup plus logique. Partie service, donc on sort des composants. C'est la partie qui doit contenir normalement toute la logique de votre app. Ça vous permet de faciliter les tests, de découpler encore une fois. Aujourd'hui, en Angular 1, il y a souvent une question qui se posait. D'ailleurs, j'aimerais un avis. Alors généralement, le provider, il est un peu laissé de côté. Service ou factory? Donc service,
Ouais, Factory. Ouais. Provider. Ah, il y en a quand même. Obi-Wan, les autres? Forcément. Ben ça, on jette. D'ailleurs, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout pareil. C'est d'ailleurs les constantes et les values, vous les rajoutez, j'avais que 4 cases et il fallait Obi-Wan. Mais derrière, tout est provider. Après, il y avait des contextes d'utilisation qui pouvaient être particuliers. Je vous cache pas, je préférais les factories aussi, et je me rends compte petit à petit qu'en fait, on les utilise certainement assez mal. Mais bon, ça marchait dans notre code, donc et ça suivait le style guide de John Papa, donc on était content. Aujourd'hui, tout ça, ça dégage, et vous avez juste export class, my service. Voilà, vous avez créé un service Angular. Fini. Bien sûr, hein, faut l'ajouter dans les providers, rien de plus simple, et vous pouvez l'injecter où vous voulez. Si vous avez besoin d'avoir de l'injection de dépendance dans ce service, on découple encore plus. Au final, vous mettez un injectable, le système saura qu'il doit résoudre ses dépendances avant de créer celui-ci, il va trouver HTTP, basta. Voilà, c'est toute la logique sur les services, c'est extrêmement simple. Il y a plein d'autres changements intéressants et je vous cache pas, on a une liste longue comme le bras et on attend juste que vous proposiez et que vous nous évoquiez les choses que vous voulez voir dans ce meetup. Là, je vais en parcourir certains pour vous montrer des trucs un peu alléchants si vous avez envie d'aller jouer avec du code. C'est pas encore terminé, mais on peut bien jouer avec. Le routeur, c'est un des éléments extrêmement importants d'Angular 1. Forcément, on est passé full component, on a le component router. Nos applis, elles sont de plus en plus compliquées, elles ont de plus en plus de routes. Et celui qui n'a pas galéré sur un refactor d'un nom de route, d'une URL de route entre différents composants, sait ce que ça veut dire d'avoir un gros embouteillage dans notre appli. Donc, il y avait forcément besoin d'un nouveau routeur. Et ce nouveau routeur, il existe en Angular 1 et en Angular 2. Ils l'ont mis en place. Donc, depuis la 1.5.2, j'ai 1.5.3, la migration en Angular 1, elle est un peu chiante à faire. Ça demande déjà de faire du full component partout. Donc, refactorez pas mal votre code. Mais ça facilite encore plus l'avancée vers Angular 2. Ce qui se passait, c'est que le routeur d'Angular de base, il était beaucoup trop simple. Moi, je m'en suis toujours suffi. Mais il y en a plein qui préféraient passer sur le UI router et qui travaillaient avec, j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisaient le UI router. Voilà. Normal, vous avez raison. Après, les goûts et les couleurs. Mais là, l'avantage, je crois qu'ils préparent d'ailleurs un UI router 2 pour Angular 2. Faudra voir si ça a autant d'avantages que ça de ressortir. Là, de toute façon, le nouveau routeur s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait dans le UI router. Vous avez plein de choses intéressantes, des routes nommées, vous avez des directives et de la route config en annotation. Donc au final, maintenant, vous allez mettre router link et donner un nom à votre route, plus les paramètres. L'avantage, c'est que si ça devient foobar, devient fooz, parce que vous avez oublié de mettre le S la première fois, fooz/bar, vous n'allez pas devoir passer partout dans l'appli, vous changez à un seul endroit, beaucoup plus pratique. Les routes sont hiérarchiques, donc au final, vous la mettez sur le composant de plus haut niveau et vous allez hériter de toutes les routes au fur et à mesure de la descente dans l'arbre. Et surtout, vous avez des routes concurrentes. Alors ça, il me semble que ça y était dans le UI router. Mais là, si on se représente un cas simple dans Inbox, dans Gmail, quand vous faites new pour créer un nouveau mail, au final, vous avez un élément qui apparaît en survol. Et ça, dans le routeur standard, c'était pas géré, c'était juste un div au-dessus du reste de l'appli qui n'était pas gérable. Là, vous allez avoir des concurrentes routes et vous allez pouvoir gérer ce genre de choses. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant. Le change detection, ça, on pourra faire une très grande présentation. Avec Angular 2, vous n'avez plus cette logique extrême du root scope digest pour vérifier, faire le dirty checking. Il y en a encore, mais elle est devenue programmable et beaucoup plus performante surtout. Et au final, vous pouvez vous-même définir quand le change detection doit être fait. Et ça, c'est super pratique quand vous savez que quelque chose a changé. Par exemple, vous écoutez sur un observable, vous allez juste dire au système, là, mon système, il a changé, fais le check et fais les modifications côté DOM. Ça, avec Angular 1, c'était beaucoup plus compliqué. Et optimisé pour l'immutabilité avec les librairies immutable.js.
Le View Encapsulation Mode, un truc barbare à dire, c'est assez simple dans les faits. Si je prends un composant, l'avantage, avant on mettait le template, et si on codait en suivant le style guide, on mettait le fichier CSS à côté, CSS, SAS ou quoi que ce soit. Mais là maintenant on peut mettre le style dans un composant, et le système, alors par défaut il est en emulated, c'est pour des raisons de compatibilité avec des navigateurs récalcitrants, ça fait quelque chose. Donc le résultat, c'est que ça met une balise style dans le head automatiquement, et ça lui ajoute en plus un attribut un peu bizarre généré automatiquement par le système, et ça met mon background green là-bas. Et mon composant, au final, quand je l'ouvre, je le détaille, je vois qu'il lui a ajouté une classe, ou un attribut, pardon. Et ça permet en fait d'avoir tout son style qui ne sort pas de cet élément-là. Vous êtes assuré que background green, si vous faites ça sur votre appli aujourd'hui sans mettre, bon là il y a un point mycomp, hein, mais si vous faites ça de manière globale, votre appli elle va être un peu moche. Ben là, le système va le gérer pour vous. C'est ce système d'encapsulation. Ceux qui font du polymère par exemple et tous les web components voient qu'on peut même améliorer ça. Et c'est pour ça que c'est emulated, parce que c'est pas la version définitive. La version définitive, c'est le Shadow DOM. C'est les iframes 2.0, si on veut vulgariser, où en fait tout votre code va être dans un objet spécifique et il ne pourra jamais déborder. Donc vous pourrez avoir 2 fois mycomp dans toute votre app, jamais le background green ne sortira de cet élément-là. Et donc ça, c'est la version native. Quand les navigateurs sont assez compliant là-dessus, vous pourrez y passer et le navigateur sait encore mieux gérer cette logique-là. Ça crée des sélecteurs CSS beaucoup plus simples. Et il y a la version mode suicide. Donc là, pas d'encapsulation. Résultat des courses, ça le met dans le header, et ça ne met pas les NG content et compagnie. Donc là, c'est si vraiment vous aimez vivre dangereusement. Et ça, c'est un petit plus. Vous allez avoir vos styles dans vos composants. Donc au final, on voit que tout est dans le composant et va vous permettre de travailler de manière unifiée à un seul endroit. Un autre élément, il y a une CLI maintenant. Ça veut dire qu'il y avait Yeoman, il y avait plein d'autres outils qui vous généraient ça. Ils se sont inspirés, d'ailleurs tellement inspirés qu'ils ont oublié dans la présentation officielle d'enlever les logs under CLI. Ça s'est vu. Et au passage, si vous regardez les vidéos sur YouTube, j'ai jamais vu une présentation de la CLI qui ne foire pas. Elle est encore en pré-alpha. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir à disposition tout ce que vous voulez généralement quand vous faites une appli. Du mode serve, du mode test end-to-end, du build, du crée-moi un composant, puisqu'au final, il sait vous créer l'arborescence, suivre les style guides, et ça va vous aider même à suivre les style guides et à repérer quand une évolution n'est pas faite, vous aider à les migrer a fortiori. Donc, c'est vraiment l'outil ultime pour développer. Encore une fois, c'est en pré-alpha, mais leur but, c'est d'amener ça. D'amener ça et aussi d'aller au-delà du navigateur. Donc, généralement, quand je dis cette phrase et le fait de sortir de Windows, on réagit comme ça. Peut-être un peu moins ici, mais quand je l'évoque, c'est souvent le cas. Peigner les couper. En fait, aujourd'hui, on est à une nouvelle ère où au final, les applications, il faut savoir qu'Angular avait été créé en 2009, les applications aujourd'hui, elles peuvent faire plus de choses que simplement afficher du DOM. Donc, c'est ce qu'on appelle les progressive web apps. Et on va profiter de plein de choses du navigateur. Les web workers, c'est quelque chose, d'ailleurs, certaines implémentations essayent de mettre en place la compilation des templates dans des web workers. Parce qu'au final, on peut le dédier à un autre thread. Pendant ce temps, on fait d'autres choses. Ça améliore vos perfs. En JavaScript UP, on a un deuxième thread disponible. Donc, on en profite, on améliore. Les service workers, bosser en HTTPS only, donc jouer avec les certificats, vous allez pouvoir gérer de manière hyper simple, hyper pratique. Il y a des API de Google sw.js qui vous permettent de gérer tout ça, de faire du cache, gérer le offline. Et maintenant, les applications, c'est plus une page web, c'est une vraie app. Et ça concurrence il y a de plus en plus de concurrence avec les applis natives, parce qu'au final, le gap, il diminue grâce à ces nouvelles API. Et ça, Angular, ils le prennent en compte. Ils le prennent en compte jusqu'à aller jusqu'au server-side rendering, qu'ils appellent, c'est pas sur les slides, hein, Universal Angular. Donc, du JavaScript interprété côté back-end. L'avantage, c'est que vous allez avoir
votre rendu qui va être effectué de manière directe sur votre application et il n'y aura pas eu toute cette phase d'interprétation des requêtes. Parce que si on schématise, afficher la première page d'une appli Angular, c'est je fais la requête au back-end, je demande la page HTML, ok, good, je demande toutes les ressources. Ah bah tiens, il y a Angular, il y a la librairie X, Y, tous les vendors, il y a l'application, je les chope une à une, j'interprète. Premier appel, premier élément de la librairie, c'est je refais un appel HTTP au back-end. Allez, je repars. Les latences, les éléments, la charge quand on est sur mobile, c'est énorme. Donc au final, là, on a un grand avantage à profiter du server-side et ça va être compatible, ils le veulent compatible avec les technos, que ce soit Node.js forcément, mais aussi avec du Java, du PHP, du .NET et du Python était dans la liste à l'époque. Donc, ils veulent pousser ça et ça améliore aussi, bien sûr, le SEO, c'est-à-dire l'indexation. Au final, vous avez une page toute simple, il n'y a rien de plus pratique pour avoir ces applications correctement référencées. Et donc, Angular, ils ont pris tous ces éléments, l'équipe d'Angular a pris tous ces éléments pour construire Angular. Et on le voit dans le démarrage d'une application, ça c'est le premier fichier, c'est généralement le main. Vous importez Bootstrap et il est bien caché, un Bootstrap. Angular 2, plateforme browser. Donc, on imagine bien que s'il y a browser, il y a la même chose pour les service workers, il y a la même chose pour la partie back-end, la partie web worker, il y en a plein. Donc après, c'est Angular 2 n'est pas encore prêt sur tous les aspects, donc au final, c'est pas encore tout là, mais on voit que c'est pensé pour. C'est comme ça qu'ils l'ont voulu, ils ont voulu avoir un système prévu pour être évolutif et amener des choses extrêmement évoluées. Le sujet qui me plaît pas, la migration, et qui nous plaît pas généralement, je crois. D'ailleurs, la migration, c'est une question. Et il faut que vous vous demandiez, est-ce que je dois faire une migration? Voilà, la question, c'est ça. Hein. Il faut limite pas en parler des fois parce que ça a été un gros sujet. Ils ont fait, je l'ai évoqué au début, le Migration Pass. Le but, c'était d'avoir quelque chose qui puisse vous permettre de passer d'une appli Angular 1 à Angular 2. Ça n'était pas là au début, c'est arrivé ensuite. Donc, ça existe. Il faut l'utiliser si vous avez une grosse application, mais après, il faut aussi peser le pour et le contre de réécrire certains éléments. C'est un challenge à choisir. Donc, ils ont créé l'Upgrade Adapter. C'est la librairie officielle pour faire ça. Et en fait, ça va vous permettre de synchroniser tous les trucs que je vous ai montrés. Les templates, les DJ cycles, tout le système, en fait, va réussir à faire communiquer Angular 1 et Angular 2 grâce à ça. Et en fait, on va tourner autour d'une logique de je downgrade quelque chose d'Angular 2 vers Angular 1 ou je l'upgrade. Donc le downgrader, on reconnaît un démarrage d'application Angular 1, sauf qu'en fait, on va chercher l'upgrade adapteur pour démarrer. Et c'est lui qui va se charger de connaître tous les éléments entre Angular 1 et Angular 2. Donc on démarre plus avec le ng-app dans le HTML ou le bootstrap standard de Angular.bootstrap. Voilà. Derrière, après, si vous voulez utiliser une directive Angular 2, bah, vous allez utiliser l'adapteur .downgrade et vous allez passer la directive Angular 2. L'inverse, vous prenez du code ng1 et vous le mettez dans un ng2. Pour une fois, on voit le titre. C'est la même chose, vous reconnaissez la composition d'un composant, et ben au final, vous utilisez l'upgrade adapter pour transcrire un élément d'Angular 1 vers Angular 2. Ça existe. Après, est-ce que ça marche aussi bien? Ça dépend de comment vous avez codé vos directives, vos éléments et tous vos services. Donc, l'avantage de ça, bah, c'est qu'on évite l'effet Big Bang. Je veux passer en Angular 2, je casse tout, on recommence l'appli. Ouais. Là, vous allez migrer certaines briques, ça se voit pas trop avec le rouge. Vous allez migrer certaines briques et ensuite, vous allez petit à petit monter dans votre application globale et avoir de l'Angular 2 partout. Mon opinion là-dessus, c'est que c'est quelque chose de complexe, surtout, et j'espère, si vous avez des tests. Parce qu'au final, toute la logique dans les tests a besoin de la logique Angular 1 et de la logique Angular 2. Donc, vous avez tous fait le Fun 4 tutoriel à l'époque d'Angular 1 sur le site officiel. Ils ont fait tout le tutoriel pour migrer cette appli de 1 à 2. Franchement, elle est longue, la page.
on scrolle parce que ils ont tout migré, que ce soit les tests, et avec toutes les étapes, les tests normaux, les tests end-to-end, la logique de on part du 1 et on va vers le 2. Généralement, on fait rarement du 2 pour aller vers le 1. Mais c'est long. Franchement, c'est long et il faut le prendre en compte. C'est quelque chose d'assez complexe. Et la meilleure méthode pour avoir une migration qui se passe bien, si vous voulez l'entamer déjà, c'est de faire du bon Angular 1.5, utiliser les components partout, ce que j'évoquais tout à l'heure, le routeur, utiliser le nouveau routeur, au moins comme ça vous allez être au plus proche, vous allez avoir tout ce qu'il faut, et la migration normalement elle fait moins mal. Vous aurez moins d'effets de bord surtout. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Angular 2. Photo prise screen pris ce matin. Donc il leur reste encore pas mal avant la vraie release candidate officielle de c'est sorti, c'est fini. Ça monte. La dernière fois que j'ai présenté, que j'ai évoqué ça, c'était à 30%. C'était il y a un peu plus d'un mois, donc ça avance. Et spécialement, alors pour nous aujourd'hui ou pour la conf qui arrive, ils sont sortis de la bêta et ils ont fait la première RC0. Donc les stats n'ont pas changé. Hein. J'ai vu les stats, j'ai vu le tweet. Je suis retourné voir les stats, c'était les mêmes. Donc, ils ont juste décidé que pour la ngconf, on tag RC0. Le code n'a pas changé. On est passé de la 2 bêta 17 à la RC0. Normalement, les API doivent être plus stables. Parce que, par exemple, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, le let dans le ngFor, ce let-là, avant, il n'existait pas. C'était un dièse qu'on mettait. C'était une variable comme on pouvait le faire dans un autre endroit dans les templates. Ça a été déprécié dans la 2 bêta 17 ou 16, je sais plus. Donc, maintenant, normalement, les API, elles sont stables et leur but, c'est de clôturer tous les tickets qu'on a vus avant et d'amener les fonctionnalités qui manquent. Une qui manque, par exemple, le routeur n'a pas encore le resolve. Donc, si vous utilisiez, moi je l'utilise tout le temps, le resolve pour récupérer mes datas avant d'atteindre une route, ben, c'est pas présent. Faut jouer, faire des tricks, attacher des trucs à des objets qui vont passer et dont on n'est même pas sûr que ça fonctionnera dans la version finale. Donc, il manque des choses, ça va arriver. Un petit peu de démo, si vous voulez. Là, c'est si on a le temps. J'ai pas mis le compteur, j'aurais dû. Donc, un peu de code. Oui, non. Ah. Alors, je vais tricher. C'est pas du live démo et j'ai le soleil, c'est super agréable. Un peu de code, c'est de faire en fait cette application-là. C'est Civil War. Donc, je vous montre, hein, c'est l'appli qui tourne sur le serveur qui est derrière. Je triche un peu pour éviter les effets démo et prendre trop de temps à me voir coder et utiliser plein de choses. J'ai utilisé des tags Git et on va passer un à un. Là, on voit, et pour le challenge, et pour quelqu'un qui se reconnaîtra, qui fait du polymère, j'ai souhaité utiliser la librairie polymère pour un contexte Angular. Avant, ça marchait pas, ça, hein, parce que les deux fonctionnaient de manière totalement différente. Aujourd'hui, Angular et Polymère, leur but, merci, parfait. Angular et Polymère, leur but, c'est d'être compliant avec l'API HTML, les standards JavaScript et respecter le HTML5. Donc, au final, s'ils respectent tous les deux ça, ils peuvent plus ou moins bien, il y a certaines exceptions, mais plus ou moins bien communiquer. Donc là, le but de cette application, c'est juste d'avoir deux listes avec les différents challengers de Civil War. Alors, j'ai pas vu le film, hein, on évitera les spoils hein, pour certains, mais et juste de dire, lui, il est plus fort que lui ou lui est plus fort que lui. Et non, mais non, bon, et donc, si je passe sur la bonne fenêtre et je passe en Presentation Mode pour que tout le monde au fond y voit. Alors, je vais retourner à l'étape 0 de mon application. Hop, init et en checkout. Le main de l'application. Donc, on voit que... Oula, oui. On va utiliser la touche entrée. Hein. Pas mieux. Dommage. Lancer une application Angular, c'est juste le bootstrap du composant qu'on a importé. Donc là, vous voyez, l'IDE, il s'est automatiquement... Hop, déplie-moi ça, comme ça, même des lignes, mais vraiment pas du tout. Hop. C'est pas de top, pas de top. Hein.
mieux. Ouais, vous voyez, il vous manque pas mal de choses quand même. Comment ça? Donc là, on a le composant. Donc là, le composant, tout simple, j'ai juste mis Hello Toulouse. Et dans la partie HTML, on va voir, donc là, on importe à l'ancienne, c'est-à-dire j'ai du scroll, ça me permet de tout voir. On importe, donc tout ça, c'est spécifique à Angular. Et au passage, tout ce code, vous l'avez sur GitHub, vous pouvez jouer avec. Tout ce qui est spécifique à Angular, donc là, il y a plein de polyfills pour les fonctionnalités qui sont pas encore gérées, RX et autres. Donc là, avec Node, voilà, on importe. Après, de toute façon, il y a des phases de build que je montrerai pas, mais qui permettent d'avoir un package et de l'utiliser. Et le démarrage de l'appli, avec System.js, c'est juste, j'importe. Donc là, j'ai mis tous mes éléments buildés dans dist. J'importe main.js et je l'exécute. Donc là, le zen, il retourne une promesse. Si ça marche, je fais rien. Si ça marche pas, je mets un joli log. Et là, on voit, j'ai juste mon Civil War app avec un message de loading. Ce qu'il y a au-dessus, donc là, le paper toolbar, on en verra pas mal, c'est du polymère. C'est des web components qu'on peut utiliser. Quand vous utilisez aujourd'hui un champ input, vous ne posez pas la question de comment il va fonctionner ce champ input. Vous l'utilisez, basta. C'est ça les web components et c'est super pratique parce que ça vous évite de vous prendre la tête sur comment on doit faire pour avoir un super beau composant material design ou autre. Là, vous avez des briques, elles vous sont fournies, vous les posez. Normalement, c'est clé en main. Donc là, l'appli, elle est super simple. Il y a juste donc hop, le main.ts et le Civil War app qui contient le Hello Toulouse. Donc si on retourne sur la partie HTML, vous le voyez, vous avez juste l'élément avec la navbar. Donc là, je vais switcher. Je vais implémenter rapidement la liste des composants, donc des challengers, pardon. Donc si on retourne dans le Civil War app, je vais aller retour à la ligne à chaque fois. Là, j'importe juste le component. Alors, élément intéressant, le challenger, là, j'ai les deux challengers list et j'ai créé des attributs, donc des bindings sur des attributs. Donc là, il y a une string et la liste des composants, mais par exemple, l'IDE peut vous aider. Donc là, c'est WebStorm. Je vais vous enlever ça et ça. WebStorm peut vous aider, c'est-à-dire challengers, il voit automatiquement que c'est le champ input challengers qui est ici. Donc vous avez automatiquement la navigation qui va vers le bon composant. Pareil, si vous cliquez sur l'élément, il reconnaît automatiquement le sélecteur. Donc ça, les IDE vont le faire de plus en plus. Le TypeScript aide beaucoup aussi pour supporter cette fonctionnalité. Ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est this.captainamerica. Là, j'ai que les fonctions typées en plus, parce que là, je sais que je ne peux mettre qu'un challenger à l'intérieur. Donc là, si on regarde, hop, j'ai bien les deux noms de mes deux teams qui apparaissent. Si on va dans Challengers, List, c'est juste un template, donc il est un peu moche, on va l'améliorer. Ouais, désolé. Hop. Donc, hop. Donc là, la liste des challengers, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Donc la syntaxe a changé il y a très peu de temps, ils n'ont pas mis à jour WebStorm, donc Eagle. Avant, c'était ce fameux dièse qu'on met ici. Et donc là, normalement, il devient beaucoup plus gentil. Voilà. Il aime cette syntaxe et pas l'autre. Donc j'espérais que d'ici la presse, on ait une mise à jour de WebStorm, en prenant le risque que ça marche plus. Mais ce ne fut pas le cas. Donc là, voilà, on a mis en forme le ngFor, on a automatiquement le lien vers la directive. Donc là, vous avez le détail d'implémentation de cet élément-là. Et si on part côté code, on a un truc tout moche, mais au moins on itère sur les challengers. Donc, c'est un peu moche. On va en profiter. On a les web components. Hop, checkout. Je reviens et je fais les enter. Hop, là, ça va être bon. Donc là, j'ai quelque chose d'un peu plus évolué et je suis passé avec des paper items. Ça, c'est une classe. Il faut même pas se poser la question qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est juste un élément. C'est dans la doc des paper items et il vous dit ce que vous pouvez placer dessus, des classes et autres. Et quand il détecte un iron icon à l'intérieur, il va le placer où il faut. Encore une fois, c'est pas notre on fait la logique de l'application, on fait pas sa forme. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus simple. On voit de l'autre côté que l'app.component, lui, n'a pas changé. J'ai toujours
mes listes et les éléments comme je l'avais tout à l'heure. Et là, j'ai quelque chose d'un peu plus joli. J'ai touché à rien. J'ai juste utilisé des composants qui respectent les API HTML5. Bon, faudrait qu'ils se battent, hein, tout ça, parce que c'est pas que, mais on s'ennuie. Donc, on va créer le battle. Donc, battle, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un composant qui va attendre deux éléments en entrée. Donc, le composant, le challenger de la team Captain America et celui de la team Iron Man. Et qui va décider qui est le gagnant. Et quand il aura décidé, il va appeler sur le composant associé, sur la challengers list, il va lui dire update le statut du winner. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé la syntaxe avec les dièses pour définir une variable de template qui me permet d'avoir accès à la logique du composant challengers list. Et je peux appeler le update status. Ah, désolé. Hop. N'hésitez pas à le dire tout de suite. Hop, hop. Voilà, ici, vous avez, hop, clac. Vous avez cateam.updateStatus. Donc, cateam est défini ici. C'est la variable donc, qui représente cette challengers list. L'autre a un autre nom. Et là, je vais updater les deux à chaque fois. Et là, je vois du typage et de l'IDE. Ça me permet d'arriver directement sur l'update status. Et de voir, là, je fais un truc tout simple. Hein. Je récupère mon challenger qui est en cours de combat. Si c'est lui le winner, je le laisse tranquille. Si c'est pas lui, je le mets KO et je refais un tri. Élément extrêmement important, le ngFor ne permet plus les tris. Maintenant, c'est à votre code JS de le faire. Parce qu'au final, la responsabilité elle est de la logique de ce tri, elle est de votre côté et plus du côté composant. Fournissez, et d'ailleurs même c'est une bonne pratique en Angular 1, c'est fournir du code, fournir déjà les éléments triés au système. C'est plus chiant à tester, c'est plus chiant à coder, je vous l'accorde, je le fais pas tout le temps, mais c'est une bonne pratique. Et dans Angular 2, ils l'ont retiré. Donc maintenant, les filters qui vont faire le tri et autres, vous les avez plus. Après, les API permettent de le faire assez facilement, donc ça s'utilise. Donc là, on voit l'élément qu'on avait tout à l'heure. Si je tourne sur Battle, je vais faire descendre cette ligne. Ouais, cool. Le Battle, lui, c'est juste deux paper cards. Paper card, je peux vous montrer ce que c'est. Hop. Paper. Paper, c'est juste ça. C'est une balise où j'ai défini, est-ce qu'on peut le voir sur paper.html, c'est une balise où on met en dur heading et l'image. Et le système va automatiquement créer cette forme, créer l'ombre portée, respecter le material design et vous pouvez mettre votre liste de boutons d'action à l'intérieur. Ça, au final, c'est tellement standard que je vais l'utiliser dans mon template et je vais mettre mes crochets autour du heading. À partir de là, c'est la variable d'Angular qui va arriver, qui va attribuer à cet élément HTML la valeur sur le node qui correspond au nom. Et pareil pour l'image, tant qu'à faire. Et on peut le voir. Hop. Ça marche. J'ai quelque chose où, alors, je fais pas de spoil encore. Là, j'ai juste gagné, mais il se passe rien. Donc, j'aimerais un petit comportement supplémentaire pour féliciter l'équipe qui gagne. Donc, on va aller à la dernière étape. Et le seul changement de cette étape, c'est de rajouter, et on le voit, il est en bas. Hop, je crois qu'un peu en haut pour certains. Je vais vous faire décaler quand même. On va utiliser le ngIf avec l'étoile de tout à l'heure. On va vérifier si le challengers en entrée, il y en a un des deux qui est KO. Si on a un des deux qui est KO, puisqu'on prend le premier de chacune des listes, ça veut dire qu'ils sont tous KO, il n'y en a pas de nouveau à disponibilité. Donc, dans ce cas-là, on va afficher la partie basse qui va dire quelle équipe a gagné. Et ça, hop, refresh au cas où. Donc, vos avis? Moi, je préfère Black Widow. Encore. J'aime beaucoup Scarlett Johansson. Mais là, elle perd. Black Panther, il se fait massacrer. Elle est trop dur. Là, il gagne. Il gagne. Bon, et je l'ai pas vu. Faut que je choisisse, sinon je peux pas vous montrer la dernière étape. Donc là, j'ai choisi Captain America et il gagne. Et on a un composant qui apparaît, qui permet d'avoir un résultat. Et on le voit, au final,
Notre code, il est vraiment centré sur nos composants. Vous avez tout à un seul endroit. Vous avez des classes. Vous pouvez faire des classes aujourd'hui en Angular 1, mais là, ça s'y prête d'autant plus. Et la logique d'émission, de récupération et de modification du DOM, elle est vraiment pratique, vraiment simple à comprendre. On est toujours secoué par le changement. Étudiez-le, travaillez-le, venez au meet-up, on en parlera, et ça permettra de passer le cap. Mais franchement, pour travailler dedans, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement agréable, et recoder de l'Angular 1 derrière, ça fait mal. Hop, full screen. Donc, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Et j'espère pas avoir été trop long, surtout. Allez, le monsieur polymère, c'est pour lui. Je dénonce pas. Tu retrouves le broadcast et les limites de Angular 1 quand tu vas échanger des events, ou est-ce que tu as un compte d'échange? De ce que je connais, dans les blocs, pas qu'un sens. C'est le but. Mais par contre, après, vers le parent et le parent vers l'enfant, avec le binding, avec les crochets et l'émetteur. Voilà. On modifie entre parents et enfants, on joue que comme ça. Après, grâce aux observables, on peut créer dans un service comme on l'aurait fait avant en créant une variable et en faisant un scope watch dessus. Ben là, on va créer un observable. Alors, différents types d'observables, hein, peu importe, ça peut être un replay, quelque chose qui va rejouer toutes les datas qu'on lui a envoyées. Et en fait, vous allez écouter sur cet observable, faire un subscribe. Ça va amener la logique qu'on évoquait tout à l'heure des zones, puisqu'il y a un callback à chaque fois que le callback du subscribe va être appelé. Au final, la zone va se déclencher et va dire au système, cette partie, elle a changé, elle est dirty, fais un check sur cet élément-là. Et c'est ce que j'évoquais aussi en amont, on peut dire au système, ne traite pas mon composant et traite-le que quand je te le demande. Donc au final, si vous savez que votre système, il a besoin d'être réinterprété que quand vous avez reçu 4 events différents de 4 observables que vous avez mergés dans un système, et ben vous pouvez très bien programmer ça et dire, voilà, ces 4 éléments, ils sont arrivés, refais le rendu de mon composant et basta. Donc voilà. Nous, dans nos applications Angular 1, on a remplacé toute cette logique de broadcast, on, emit et compagnie par des observables. C'est au final, il suffit juste d'encapsuler le subscribe, ce que vous mettez dans le subscribe, dans un scope root scope $eval-async, et ça va être compliant avec le digest cycle. Ça va éviter d'avoir le root scope already in use et d'avoir quelque chose qui fonctionne. Donc vous pouvez aujourd'hui, il y a quelques librairies, je crois que c'est NGRX, qui permet d'avoir des choses un peu plus évoluées. Nous, on a choisi de coder notre petit service helper des observables et de faire le travail pour nous. Oui, au passage, on a par rapport à cet élément-là et pour coder avec des éléments qui ressemblent un peu plus à de l'Angular 2, on a développé pour un projet, on l'a mis en open source, une seed qui vous permet de partir de JSPM, hein, parce que c'était notre favori, de JSPM et de différents décorateurs qui vont permettre de cacher toute la logique Angular dans des décorateurs. Et quand on passe de l'Angular 1 avec ces décorateurs à de l'Angular 2, ça fait moins mal. On est plus friendly. Et on maintient les décorateurs afin de les faire évoluer vers, par exemple, du full component, si vous voulez avoir tous les paramètres de config et s'adapter au nouveau routeur. Je t'écoute. Alors, de la HTTP et fetch, deux choses totalement différentes. Et quoi est-ce que tu vas faire des requêtes vers le serveur pour tu vas utiliser un outil de la HTTP, ou tu vas utiliser la fetch. Alors, de la HTTP est arrivé, je crois, qu'à la fin de l'alpha. Tous les tutos que vous avez vus, les introductions Angular, elles utilisaient fetch. Parce qu'au final, grâce aux zones, il y a du monkey patching sur les promesses, donc ça marchait. Donc fetch, par défaut, retourne des promesses. Vous vous amusez avec de la HTTP, ben, profitez-en, vous pouvez le faire avec fetch. Mais par contre, vous pouvez aller plus loin. De la HTTP, maintenant, retourne tout le temps des observables. Donc au final, si vous avez besoin
de synchroniser des choses, de paramétrer, de faire tous les opérateurs des zip de deux résultats, des opérations complexes sur des éléments, les observables vont être extrêmement utilisés dans Angular et le $HTTP fonctionne majoritairement là-dessus. Donc, tu as le choix. C'est l'avantage, encore une fois. Si on n'est pas lié au $HTTP parce que dans son truc interne, il faisait un digest cycle quand il fallait, on a le choix entre l'API native ou celle qu'Angular met en avant. Donc, on importe RX. C'est une dépendance en fait, comme les zones, comme je ne l'ai pas montré dans les imports, mais dans les tutoriaux de la doc officielle, RX en version 5, c'est un import obligatoire. Donc, au fur et à mesure, ils essayent de le rendre le moins important. C'est-à-dire que maintenant, si vous utilisez, je crois, dans la 2.17 et dans la RC0, forcément, vous n'avez même plus l'opérateur map. En fait, les opérateurs, vous êtes obligé de les importer un par un. Si vous voulez, vous pouvez mettre un truc qui les importe tous. Mais bon, vous aurez tout dans votre package. Il faudra que le tree shaking secoue tout ça pour virer le code que vous n'utilisez pas. C'est un peu plus dur. Mais sinon, il utilise RX. Une version peut-être un peu plus light et qui ne permet que de faire du subscribe par défaut. Mais après, derrière, tu peux importer le reste si tu veux, faire un map, faire un filter. Dans les exemples majoritairement de $HTTP, et ça pourrait faire une presse en entière. Le premier résultat, c'est un map où vous prenez la réponse, où vous faites réponse.json. Parce qu'au final, c'est une réponse texte et vous voulez la mapper sur un format JSON. Et après, derrière, tu fais autre chose. Comme on le faisait avec le R, la réponse R.data pour récupérer juste la partie data parce que le reste, généralement, on s'en fout. Donc, il y a le choix. C'est ça qui est intéressant. Du fait des API natives et de Zone.js qui est en dessous, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on veut. Donc, le fetch, vous préférez parce qu'il est dans le browser et vous n'avez pas besoin de faire des observables, ben, utilisez-le, vous aurez une dépendance en moins dans votre code. Okay. D'autres questions? J'essaie de répéter un peu, les filtres, du coup, il n'y a plus de filtres. Alors si, alors maintenant d'ailleurs, ils ont un nom qui est plus logique, ça s'appelle des pipes. Et ça s'écrivait comme un pipe et ça s'appelait un filtre. Il y en a, mais le pipe que j'évoquais, c'est celui qui allait réordonner le DOM. Le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, c'est basé sur les templates HTML. Donc, faire des structural directives, c'est quelque chose d'important en termes de performance. Quand tu altères l'ordre du DOM, bah, c'est pas la partie HTML de le faire. Ils ont sorti ça de leur logique de parseur et de compilateur HTML et ils l'ont mis côté JavaScript. Et on a les API censément logiques pour faire ça, donc tant qu'à faire. Et c'est même conseillé en termes de perf côté Angular. Je le répète, mais ça fait mal de le dire parce que c'est chiant à coder, mais donner juste à la vue le résultat de quelque chose qui s'est fait côté contrôleur, c'est beaucoup mieux. D'autres questions, remarques, critiques? Dommage. Il n'y a pas de... J'ai une petite question. En Polymer, tout est composant. Par exemple, il y a un Ajax. Est-ce que tu vois qu'à Angular 2, vous pouvez mettre tous les services comme des composants non visuels? C'est discutable. Je pense pas que ce soit la logique. C'est au début, quand ils ont annoncé Angular 2, la première chose, puisque Polymer sortait, n'était pas encore en version 1, le but, c'était de rendre compliant Angular 2 et les web components avec les balises Ajax spécifiques et ce genre de choses. Angular, ils veulent garder cette logique dans le contrôleur, dans la partie JavaScript, et pas avoir besoin d'une balise juste pour faire ça. Donc, dans les exemples que j'ai utilisés, c'était principalement des composants visuels. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas une chose bonne à faire, hein, ils sont en train aujourd'hui de développer NG ou Angular Material 2, qui est l'implémentation du Material Design en Angular 2. Moi, ça me suffit avec le polymère, mais au final, eux recodent certaines choses. Donc, j'ai remarqué dans les tests qu'il y a certaines choses qui ne pouvaient pas marcher, et c'est parce que l'interprétation d'Angular et de polymère se faisait pas au même moment. Après, c'est pas sec des deux côtés, donc c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, là, ce que je voulais par cette présentation, c'est montrer que ça marche. Après, il y a beaucoup de débats sur est-ce que je dois faire du full polymère, est-ce que je dois prendre tous ces éléments-là, les mixer. Là, ce que je voulais juste montrer, c'est que
bonne chose d'Angular 2. On peut commencer à utiliser des choses qui respectent les API natives. Donc après, l'Ajax, si il a des attributs, je l'ai pas utilisé récemment, donc certains pourront me contredire, mais s'il a des attributs sur des balises HTML, au final, on peut lui passer des éléments via Angular. Et s'il peut envoyer un event, on peut l'utiliser aussi. Mais après, est-ce que c'est intéressant d'avoir une balise Ajax et un composant Angular autour qui va juste écouter ça? Je sais pas, c'est à voir. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit compliqué à faire. Je pense que le plus compliqué, c'est au niveau des composants visuels qui auront un ordre d'interprétation par rapport à Angular et Polymère complexe. Pour la partie requête HTTP, c'est juste des envois de données et des lancements d'events aux parents. Donc ça devrait passer. Je t'écoute. Félicitations. Mais en gros, je vois pas si tu as des bibliothèques intéressantes que tu utilises déjà qui s'appellent Angular 2, le mien. Franchement, alors on le met pas en prod aujourd'hui, on n'a pas de projet, c'est plus du sandbox où je travaille avec, mais j'ai pas encore migré mes projets majeurs dessus. Des librairies, le truc c'est que la majorité des librairies, j'ai regardé, hein, même celles que je développe, elles sont basées sur les API natives et la seule chose qu'on s'efforçait de développer sur ces librairies, c'est un bridge entre du natif et le Rootscope Digest. C'était avoir ce pont pour que ma data qui vient d'ailleurs, elle puisse se synchroniser. Je fais du WebSocketing avec Stomp, ça marchait pas. J'ai été obligé de faire toute une librairie pour ça. Ça, au final, dans Angular 2, t'as plus besoin. Parce que si tu utilises ta librairie JavaScript standard, ça marche. Donc, logiquement, ce que tu utilisais peut-être avant dans du JavaScript pur, ça marchera aussi. Après, il y a certaines librairies plus haut niveau. Je pourrais te citer celle de Auth0 qui permet la gestion des JWT tokens et ce genre de choses. Eux, ils ont fait une librairie pour rendre compatible la gestion et l'envoi du token JWT, l'authentification par des tiers et ce genre de choses. Ça, c'est des librairies qui vont se placer après le code Angular quand ça part sur un serveur. Mais sinon, proche des API natives, généralement, tu prends la librairie que tu avais. Nous, par exemple, sur un projet, on utilise Dragular pour le drag and drop. Dans Angular 2, Dragular 2, elle existe, hein, c'est quasiment un portage de la librairie d'origine où ils ont juste modifié des choses pour avoir une directive où on peut mettre des attributs. Mais sinon, c'est du pur natif. On retombe sur l'API d'origine. Donc, tout ce qui existe, c'est utilisable. C'est ça qui est fort. D'autres questions? Non. Bon, donc si vous avez aimé ou pas la présentation, j'ai mis les solutions ou pas, n'hésitez pas, les slides sont en ligne. J'aimerais juste un retour de votre part. Vous me disiez, j'ai mis je crois de 1 à 5. Lâchez-vous, de toute façon c'est anonyme et je peux pas remonter les trucs, c'est un stropole. Donc si vous avez aimé ou pas, faites-le moi savoir, c'est pratique pour améliorer les choses et pour faire des meilleures présentations à l'avenir. Et drop the mic, je voulais, et on va pouvoir descendre donc au rez-de-chaussée, tout à droite. On va, si vous voulez prendre une ou deux pizzas au passage, et on va ramener les boissons et autres, et on va pouvoir échanger sur tout ce qu'on a vu et sur d'autres choses. Merci. Hein?